Bonjour, ici Anne Champagne, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des nouveautés côté produits et saveurs. D'abord, la gamme de Gaufres prend de l'expansion puis accueille dans ses rangs la nouvelle saveur fruits rouges qui vient ajouter une petite touche fruitée, question de varier le goût pendant un long effort. Côté Drink Mix, deux arrivées très attendues pour ceux qui savaient que ça se tramait. La saveur pêche abricot qui est vraiment bonne et la saveur neutre qui renferme tous les nutriments que vous avez besoin pour vous soutenir dans votre sport, mais sans la saveur. Puis quand l'effort est long puis que nos papilles gustatives ont plus trop envie que ça goûte quelque chose, ben c'est là que la saveur neutre devient ta préférée. Puis tous ces produits-là, ben ils ont la promesse ultra énergie de NAC, ce qui veut dire que le ratio glucides, protéines est idéal pour l'endurance. Tu as le goût d'essayer ça? Passe ta commande sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 211e épisode de Pas sorti du bois. Après une petite pause de quelques semaines, j'étais en vacances, je reviens, puis je pense que je trouve que je reviens en force parce que Anne, ça fait un petit bout qu'on se parle depuis le QMT, depuis le Grand Raid des Pyrénées, puis là les astres s'alignent, c'est aujourd'hui qu'on s'assoit pour jaser. Bienvenue pour la 3e fois Pas sorti du bois. Merci beaucoup de l'accueil. Très content que tu sois là. On se retrouve quasiment un an jour pour jour après avoir une discussion quasiment au même endroit. Je pense qu'on était assis de l'autre bord. Oui. Je viens d'avoir un flashback, mais ça m'en enregistrait de l'autre côté. Je fais des folies comme ça, je change le sens. On se trouve des façons de rendre ça, de changer le quotidien. Voilà. Hein? Je dis n'importe quoi. Mais tout ça pour dire qu'on est un an après une discussion qui avait été très, très, très appréciée de la part des auditeurs, très, très appréciée de la part de l'animateur aussi. On avait eu beaucoup de fun à jaser, mais j'avais eu beaucoup de commentaires suite à ça parce que on avait parlé d'une foule de sujets, mais on avait parlé de tes dernières années. Tu sais, je pense qu'il y a eu des hauts et des bas. Puis t'as une façon de le raconter, t'as une transparence dans ta démarche qui je pense qui plaît aux gens. Je pense que c'est ce qui fait que les gens te suivent, puis les gens étaient autant contents avec tout ce qui s'est passé cette année aussi pour toi. Puis là, c'est drôle de se parler comme 10-11 mois plus tard. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai réécouté l'épisode pour me préparer, pour réentendre un peu les sujets plus précis dont on avait parlé. Puis il y a tellement de choses qui font écho. Fait que s'il y a des gens qui se rappellent pas cet épisode-là, s'il y a des gens qui l'ont pas écouté, je vous incite à aller commencer par l'épisode 175, mettre une pause sur celui-ci, puis après ça, se lancer sur celui-là. Quand vous allez voir la continuité de tout ça, c'est quasiment une partie 1 et 2. On aurait voulu stager de même, puis ça aurait été tough. C'est quand même, ouais, on va vraiment faire des bons points, des ponts un peu. Là, bah oui, c'est choses, ça. Vraiment. Avant qu'on parte, la question que je pose toujours la première, c'est... La dernière fois, c'était du café parce qu'on était le matin. Oui. Là, on était un soir de semaine, on était sages. Oui. Qu'est-ce que tu bois, Anne? Je bois un mocktail Mox. C'est très bon, en fait. Ouais, c'est gin, bleuet, fleur de sureau, gingembre. C'est sans alcool, puis c'est québécois. C'est vraiment, vraiment bon. Ouais, écoute, toi? moi, c'est la même chose. C'est un mock, c'est pas un partenaire du podcast, mais je suis allé à l'épicerie, j'ai fait qu'est-ce qui pourrait être pas pire en sans alcool? J'ai vu ces belles canettes-là. Moi, c'est un rhum épicé, mangue, lavande, sans alcool, donc un rhum, pas rhum. Cheers, Anne. Merci Cheers. d'être là. Merci beaucoup. C'est bon. Moi, je reviens du Mexique, là, fait qu'on dirait que le mocktail au rhum, c'est comme une continuité. Je me sens quasiment encore sur le bord de la plage. Moins la chaleur. Ben, quand même. Hein? Et ça s'en vient, je pense. Ce matin, à 6 degrés pour la petite course, le commute, là, c'était pas les mêmes runs que j'ai fait. Ouais. Je le disais en ouverture, je t'ai reçu il y a 10 mois, puis tu nous avais confié beaucoup de choses par rapport à l'évolution entre 2019, qui avait été une année fracassante pour toi côté trail, 2020, pandémie, tu nous avais parlé de surentraînement, des sujets qui sont pas faciles, mais que tu avais parlé justement avec transparence. Puis c'est drôle parce qu'on dirait que ça a inspiré les épisodes qui ont suivi dans l'année de Pas sorti du bois, parce que j'ai fait un spécial sur les hormones avec un panel d'experts. J'ai fait un spécial, c'était pas un spécial, mais j'ai reçu Julie Lesage, qui est experte dans la vie et médecin des reins, qui a pu parler aussi de ça. Puis c'est des situations que tu as pu vivre dans les dernières années. Fait qu'on dirait que cette discussion-là a fait écho, a inspiré les discussions qui ont suivi sur le podcast. Puis il y a un épisode sur le surentraînement qui s'en vient quelque part cet automne aussi, avec une athlète qui a vécu ça avec des experts encore. Fait qu'il y a tout ça qui se prépare. Mais tout ça pour dire que
je réécoutais cet épisode-là qu'on a fait l'année passée. Je repensais à notre première discussion, épisode 18. Hein? Ça, tu fais partie des Ça, OG. c'était- Hein? oui, c'était... Quand t'es passé à Pas sorti du bois avant l'épisode 20, t'es comme dans les originals. Ah, hein. exactement. Puis on dirait que je me suis pris une note pendant que je courais puis j'écoutais parce que je me suis dit, en 2020, l'épisode 18, j'ai l'impression d'avoir reçu Anne, l'athlète compétitive, accomplie, au sommet de son art. Tu ressortais de ta grosse saison 2019, puis c'est l'impression que j'avais eue quand je t'avais reçu. On avait parlé de compétition, on avait parlé de performance. En 2023, à l'épisode 175, je me suis noté, j'ai jasé avec Anne, la coureuse récréative, qui a une relation quasi spirituelle avec son sport. Peut-être un peu intense, mais on dirait que je t'écoutais, puis on parlait beaucoup des bienfaits du quotidien, le fait que c'est un mode de vie, le fait qu'on en a besoin au-delà de mettre un dossard, au-delà de performance, on en a besoin pour se sentir bien. Là, à soir, un an plus tard, je parle à qui? Ben, je pense que c'est un merge, un peu vraiment un genre d'union entre ces deux personnes-là, un peu qui est la même en fait, mais Ben oui. qui a une certaine évolution, puis qui a réussi à vraiment faire le pont entre différents aspects face au sport, mais face à l'humain aussi, puis réussi à vraiment trouver un vrai pourquoi elle court Ouais. sous toutes plein de facettes, mais qui réussit à le faire bien sainement, puis très aligné aussi. Tu sais, je me sens... c'est fou parce que je me sens tellement calme, en fait. Puis c'est ça, je pense que juste que je suis sur le bon chemin. Ouais. Puis que j'ai réussi à vraiment saisir beaucoup de choses comme un déclic vraiment là assez... vraiment assez, comment dire, spontané, mais qui m'a fait faire réaliser que c'est ça, j'étais vraiment au bon endroit, au bon moment. Ouais, c'est ça. Vraiment moi. On parle souvent du why dans la course, je pense, parce que notre sport requiert beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour quelques dossards dans une année ou quelques projets qu'on peut se permettre. Fait que souvent, le why, là, pourquoi on se lève le matin puis qu'on s'impose, entre guillemets, ces gros entraînements-là. J'ai l'impression que entre ton why de 2019, puis tu nous avais parlé beaucoup de ton background compétitif. Tu sais, avant le trail, c'était les courses à obstacles. Avant ça, c'était les triathlons. Tu sais, t'as toujours été dans un mode compétitif depuis ton jeune âge. Puis j'ai l'impression que ton why, l'année passée, quand on se parlait, avait complètement changé. Là, aujourd'hui, le why qui fait que demain matin, tu vas te lever, tu vas aller courir en prévision de ce qui s'en vient, c'est quoi? Je pense que ça revient quand même à l'aspect que j'en ai besoin, que c'est vraiment quelque chose qui est dans mon quotidien, puis j'ai pas besoin vraiment beaucoup de motivation, j'en ai vraiment besoin, c'est très vital. Puis il y a un petit plus parce que là j'ai des beaux objectifs en tête sans perdre l'essence du sport puis de cet aspect très au quotidien qui me stimule, qui m'inspire du fait que justement c'est un besoin essentiel. Donc pourquoi j'irai courir demain matin, c'est juste parce que ça me fait vraiment du bien. Je réussis à vraiment bien m'exprimer, à être, je pense, une meilleure personne au global. Puis là, j'ai comme des objectifs autant court terme, moyen terme, un peu plus long terme, que tranquillement qui dessinent dans ma tête, mais avec des pourquoi. Pas nécessairement... oui, il y a un petit aspect compétitif, mais il y a autre chose. Puis je me questionne beaucoup à savoir pourquoi je le fais, puis c'est important maintenant, en fait. C'est plus nécessairement dans l'optique de juste compétitif. Il y a comme une panoplie d'objectifs reliés à, par exemple, un événement ou un projet que je vais faire. Fait que c'est ça qui est vraiment cool, vraiment réalisé. Ouais. Ben, puis j'ai l'impression que tu sais, quand on focus que sur la compétition, c'est beaucoup de mettre les œufs dans le même panier. Puis je dis ça, compétition, pour quelqu'un comme toi qui peut réussir à remporter des courses, au même titre qu'il y a des gens qui se mettent beaucoup d'efforts pour performer parce qu'ils visent un finish sur une course, sur une épreuve, ils veulent augmenter les distances. C'est beaucoup d'efforts mental, c'est beaucoup de charge mentale de tout mettre ses œufs dans ce panier-là. Puis je pense qu'il faut trouver des façons, que ce soit de différentes manières de faire des projets de course qui se diffèrent, ou de faire d'autres sports, de faire d'autres choses, d'avoir d'autres passions. Ouais. C'est bien d'avoir un équilibre. On avait parlé à cet épisode-là aussi, cette quête d'équilibre-là, qui est difficile pour, je pense, pour n'importe qui, réussir à concilier un entraînement pour faire de l'endurance, de la longue distance, ou même simplement pratiquer un sport. Il y a du monde qui ont des jobs qui sont plus demandants que d'autres. Il y a du monde qui ont des enfants. Il y a du monde qui ont des obligations professionnelles. Il y a du monde qui ont d'autres passions. Totalement. Est-ce que tu réussis à trouver cet équilibre-là à travers ton travail, à travers la vie sociale, à travers la course, à travers tout le reste? Oui, c'est sûr que l'entourage souvent est relié au sport, fait que ça l'aide parce qu'on partage des moments en montagne avec des amis, mais j'ai des belles personnes autour de moi qui m'ont aussi beaucoup aidé à retrouver ça puis à se dire que c'est juste
c'est juste une activité qui nous fait du bien. Donc justement de pas faire en sorte que ta vie est contrôlée par le sport, mais vraiment par une diversité de choses, puis de pas laisser de côté certaines choses, puis que ça se peut par contre que par période, par exemple, quelque chose soit un peu plus prédominant, puis c'est correct, mais que le reste fasse du sens, puis qu'à un moment donné, tu sais, ça se rebalance, puis de prendre le temps de justement pas oublier c'est ça l'équilibre. C'est un drôle de sujet parce que je pense pas que c'est nécessairement possible, mais je pense qu'on arrive quand même à comment dire, avoir un certain recul puis de voir l'importance de pas oublier, tu sais, que on a un travail, on a une vie comment dire, familiale, une vie amicale, puis il faut juste faire que ça soit un ensemble et non quelque chose qui vient vraiment prendre toute la place. Fait que oui, j'y arrive. Oui. C'est un bel accomplissement parce que c'est tough, tu sais. Puis j'en parle, je pense que c'est un sujet qui est un des sujets les plus récurrents qu'on me parle depuis que j'ai un enfant, parce qu'on dirait que les gens, on se côtoie dans la course, on se croise à un événement, puis il y a beaucoup de nouveaux parents dans mon entourage aussi. Tu sais, j'étais à l'UTCC avec Éric Lévesque, nos gars sont nés à 8 jours de différence, puis j'ai l'impression que depuis que j'ai un enfant, on me parle plus de ce sujet-là, puis peut-être que je m'en rends plus compte, puis je réalise que dans le fond, ça a aucun lien avec le fait d'avoir un enfant, parce qu'avant, c'était autre chose qui prenait plus de place. La quête d'équilibre est toujours là, mais on dirait que c'est le sujet le plus récurrent que j'ai eu à jaser avec des gens récemment, informellement, dans les événements, parce que c'est comme le point de départ de « Hey, t'es un jeune enfant, comment ça se passe la conciliation? » Puis oui, c'est des immenses défis, mais je repense à ma vie d'avant, puis je repense quand mon gars va être plus vieux, qu'il va peut-être demander moins, ou ça va être différent complètement. La conciliation, l'équilibre est toujours là, puis c'est toujours difficile à avoir. Puis je pense que tout le monde essaie de jongler avec plein de balles. Puis la course, je pense qu'on est vraiment tous passionnés. Tu sais, si on fait ce sport-là, puis si on le fait avec cette intensité-là, il y a une passion. Puis il faut pas que ça prenne toute la place, mais on aime ça que ça prenne de la place parce qu'on l'aime dans le sport. Hein. Il y a quand même un petit truc qui m'a vraiment allumé récemment. Tu sais, on en a parlé beaucoup de ce coureur-là, mais Vincent Bouillard a dit dans un épisode que j'ai trouvé super intéressant. Ils lui ont demandé comment tu t'es préparé à l'événement. Tu sais, c'est très autodidacte la façon. Mais la première chose qu'il a dit, c'est que j'ai demandé à ma conjointe si elle était prête à embarquer dans le projet. En fait, est-ce que ça fait du sens dans notre quotidien, tu sais, notre vie commune, de dire je m'en vais sur un UTMB 2024. Puis tu sais, j'ai trouvé ça tellement beau parce que je pense pas que c'est n'importe qui fait ça, mais il a quand même considéré les personnes autour de lui. Puis j'imagine même, tu sais, relié à son travail. Tu sais, il a fait en sorte que ses objectifs ne nuisaient pas nécessairement aux autres aspects de sa vie. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai que c'est un message qui est fort. Puis c'est une discussion que j'ai eu quelques fois avec Marianne aussi dans notre série d'épisodes sur la route. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup d'athlètes qui arrivent à un point, ils peuvent se professionnaliser, mais ils ont un choix un peu à faire parce que, bon, se professionnaliser dans le trail, je pense pas que c'est comme au hockey, c'est plus difficile financièrement, mais c'est possible pour certains athlètes. Puis on en voit des pros tout lâcher puis juste se concentrer sur le sport, puis un an ou deux plus tard revenir à leur day job puis garder un peu des deux, que ce soit du temps partiel. Puis un Vincent Bouillard, c'est le meilleur exemple là. Il a causé la surprise à l'UTMB, mais le dude, pendant le camp au cas, il a eu le droit de participer au camp comme coureur, mais pendant que Jim Wamsley puis les autres finissaient leur grosse journée autour du Mont-Blanc, il allait se faire masser, lui il embarquait sur sa day job, il fallait qu'il teste les espadrilles des gars puis dire OK Jim, il est correct de telle façon, faut-tu ajuster telle affaire. Puis après ça, comme tu dis, il a jasé avec sa conjointe puis il a parlé aussi sur plusieurs podcasts de cette quête d'équilibre là, de garder une vie sociale, puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui donne ce message là. Puis il y avait du monde qui disait il va-tu lâcher sa job maintenant qu'il a gagné l'UTMB, puis pas nécessairement. Puis une Marianne, elle l'a raconté, mais je veux dire, elle finit 3e de l'UTMB, est encore au sommet de son art, puis elle performe vraiment bien, puis elle a gardé sa job professionnelle, elle a ajusté certaines affaires, mais elle l'a gardé. Un Tim Tollefson, il avait raconté qu'il avait tout lâché, puis à un moment donné, après 2 ans de quelques contre-performances, ça a joué dans la tête de dire là, c'est ma seule job, je suis pas bon dedans. C'est ses mots, il était très bon, mais il réussissait pas à performer à ce qu'il voulait. Puis quand il retournait à sa job, il a recommencé à faire des heures comme physio, il s'est rendu compte quand ça va mal en course, c'est pas grave, j'ai aussi autre chose, tu sais. Puis c'était même pas ses partenaires qui mettaient une pression, mais c'était lui-même qui se disait je décide que ça devient ma job, c'est les années qui commencent à moins bien performer, puis ça l'a joué. Fait que tu sais, je pense que c'est une discussion que beaucoup de monde doivent avoir là.
autant, je pense, de tout niveau, là, Oui. tu sais, autant l'athlète, justement, élite, qui vise quelque chose d'un peu plus, potentiellement professionnel ou vraiment la performance, que le coureur vraiment plus, créatif. Mais, encore une fois, si on parle de un peu plus d'événements et tout, on l'a vu à l'UTMB, là. On va pas se le dire, c'est pas juste parce qu'il y avait des ischios ben tête, là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression, justement, de performance, puis ça, je pense que ça a quand même été un gros pourcentage, on pourra jamais vraiment le savoir, mais ça a quand même joué sur les taux d'abandon. Fait que c'est quand même un sujet qui est présent, puis des fois, ça fait du bien aussi de voir que ça arrive à tout le monde, tu sais, peu importe, tu sais, ça sur un range de coureurs, que c'est présent. Faut juste se ramener, là, vraiment, encore une fois, on va, c'est peut-être un peu quétaine, mais de le ramener au pourquoi puis de vraiment avoir cette diversité d'objectifs-là, peut-être ancrés vers la performance, mais d'autres simplement le finir, ou des sensations que tu veux ressentir pendant l'événement ou le projet, mais que ça soit pas juste une chose très focus, parce que si ça va moins bien, on peut rapidement décrocher. Fait que c'est tout ça, là. Exactement. Intéressant. L'année passée, tu avais commencé à être suivi par Ray Zehab comme coach, mais je pense aussi comme, tu sais, Ray, tous ceux qui le côtoient, c'est quasiment un coach de vie sans en être un, dans le sens où c'est quelqu'un qui a une immense expérience de vie. Est-ce que tu es encore suivi? Est-ce que tu collabores encore avec Ray? Oui, je collabore encore avec lui. C'est sous forme... il y a comme tout plein de termes. On pourrait dire mentor, ami, guide. C'est pas quelqu'un qui va me donner, par exemple, un plan d'entraînement précis, mais qui va être vraiment là pour m'appuyer, pour me guider dans tout plein de choix. Pas juste nécessairement par rapport à l'entraînement, mais si, par exemple, en ce moment, il y a des opportunités, il est là, puis il me donne son avis. C'est une personne qui saisit bien les gens, fait que, puis on a un lien, tu sais, je pense que on peut, dès que tu as un contact avec cette personne-là, tu peux comprendre que, il saisit rapidement les gens, puis il m'aide beaucoup à justement garder ce cheminement-là, puis il est très direct par moment, mais moi, ça me fait comme réaliser des choses, puis j'adore la façon qu'il parle, donc peu importe dans les prochaines années, si je décide de, par exemple, d'avoir un suivi peut-être plus précis en entraînement, mais je sais que cette personne-là, je la veux encore proche de moi, là. Donc, oui, on a encore un contact, puis on va en discussion bientôt, là, justement, pour parler de différentes choses, mais très accessible, puis un bel humain. Fait que, voilà, oui. Tu nous avais confié qu'en 2023, le plan de match avec lui, ce que vous étiez dit, si 2023, on regagne confiance. On s'est parlé, je pense, en novembre. Après ça, je pense que ça a continué de bien aller physiquement. T'es allé en voyage, t'as fait des gros trainings tôt dans l'hiver. On te voyait t'entraîner, de voyager. À l'approche de cette saison-là, je pense que t'avais QMT en tête. Tu savais qu'il y avait ça, t'avais quelque chose à régler là en termes de revanche. Puis aussi parce que tu nous avais raconté sur le podcast qu'il y avait comme une histoire aussi avec Marc-André avec cette course-là. Mais à l'approche de ta saison de course, c'était quoi le mindset? Après avoir eu la reprise de confiance en 2023, 2024, on l'attaquait comment? 2024, on l'approchait dans très, très conservateur, en fait. J'ai fait, en mai, j'avais fait à Duchesnay, mon Dieu... Après le coureur des bois. Voilà. Dans le but de dire, je veux pas arriver à QMT puis ça soit mon premier dossard. Je veux remettre un dossard sur un 50K dans le mode vraiment comme grands entraînements dans le bois, juste pour finir une course. C'était ça en premier. Ce qui s'est passé, une course qui a été bien, puis tu sais, j'ai eu vraiment du plaisir. Puis par la suite, QMT, les gens proches de moi pourront le dire, je voulais le finir. C'était la seule chose que j'avais en tête. Je veux le terminer. Je veux avoir mes personnes autour de moi. J'avais une très bonne amie Kat qui me paissait. Mes parents étaient là. Il y avait tellement de monde que je connaissais autour. Puis je voulais le faire avec le maximum de moments avec le sourire. Comme un 100 000 peut Voilà. Mais je voulais vraiment le terminer. Puis c'est la seule chose que j'avais en tête. Puis c'est vraiment ça. Puis... j'avais tellement, c'est ce qui s'est passé en fait. Je peux pas dire, tu sais, je suis partie conservateur dans ma tête. Je me foutais des gens autour de moi, mais ça n'avait pas d'importance en fait. Puis ton positionnement dans le classement, est-ce qu'on se fait dépasser, pas dépasser, ça n'avait pas d'impact. Les premiers kilomètres, aucun problème, même la première moitié de course, jusqu'à temps que je me rende compte que je sois très bien à mi-course, en fait, là. Puis que, là, tabarouette, les petites lumières y ont allumé, là. Mais, je suis quand même restée très calme. Puis, tu sais, je me souviens d'être arrivée à Saint-Tite puis de voir mes parents puis ils étaient comme, what the fuck, ils m'ont... J'étais tellement juste bien. On a pris un bon ravito, je suis repartie. Puis, je suis quand même restée dans cet état d'esprit-là, super comme calme, il en reste encore beaucoup. Puis, je m'en vais rejoindre mon paisseur au Mont-Sainte-Anne. Puis après, on verra. Fait que c'était vraiment ravito en ravito. Puis, d'essayer de
de balancer les aspects qui arrivaient parce que c'était ma plus longue distance à vie. Ouais, c'est ça. Puis, il y a eu beaucoup de, d'aspects autres qui se sont passés comme dans un 100 000, comme dans un premier 100 000, avec quelques petites erreurs, mais quelques bons coups aussi, puis une bonne gestion, en fait. Bonne gestion d'énergie, bonne gestion de mon humeur globale, jamais me laisser atteindre par des gros hauts, des gros bas. Je surfais sur la vague, j'avais l'impression. Puis, c'est ça. J'avais vraiment dans le but, j'avais besoin de le terminer. Puis j'ai eu des moments forts comme justement après le fameux Mestachibo qui était un chantier, arriver au Mont-Sainte-Anne puis de voir tout mon monde, voir Marie-Ève Pelland arriver un petit peu avant le ravito vers moi puis être tellement excitée et contente pour moi. Gros moment fort en émotion à la base du Mont-Sainte-Anne de réaliser que là j'embarque sur ma plus longue distance à vie puis que ça va encore bien, que j'ai ma meilleure amie à côté de moi puis qu'on fait, tu sais qu'on avance puis que ça va bien, tu sais. Puis que je me laisse pas atteindre par le fait que j'étais meneuse dans la course. J'avais beaucoup d'amour même sur la course, tu sais de juste comme tu sais on laisse passer, même dans le stage boom année, c'était on laisse passer la première fan sans. Ça m'a tellement donné un petit boost, tu sais. Je pense que j'en avais besoin aussi de juste avoir un peu d'amour comme ça par moment. Puis des moments tellement cocasses aussi, du genre dans le versant nord du Mont-Sainte-Anne, on était avec les gens du 50. Puis il y avait des coureurs qui ont décidé d'avancer avec nous. Fait qu'on avait un petit train en arrière. Puis ces personnes-là m'ont réécrit après comme « Merci de m'avoir paissé. » C'est tellement parfait. Puis ouais, tu sais, ça a juste bien été, à part mes pieds dans les derniers kilomètres que c'était n'importe quoi. Mais je me suis sentie juste dans ma zone. Puis c'est ça. J'ai juste continué jusqu'au fil d'arrivée, puis je me souviendrai toujours, je pense que c'est un de mes plus beaux moments en course quand, tu sais, oui, un finish, c'est le fun, mais d'entendre au loin, tu sais, les grosses pancartes sur le bord, de taper fort, puis j'étais très lucide encore, puis quand j'étais arrivée au fil, de voir tout plein de visages communs, de comme juste, c'était vraiment ça, comme on est fiers de toi, comme on est tellement content pour toi. Ouais. C'était là un moment là, c'est ça, chargé, puis de réaliser que je venais d'accomplir ça. Puis c'était au-delà de la performance, mais c'était l'accomplissement. Ouais. Vraiment, vraiment. De faire que je suis capable de faire ça, puis tu sais, je suis je me sens juste vraiment bien dans ma tête, dans mon corps, puis je sens que je suis vraiment connectée, puis que non, c'est pas fini, tu sais, mon parcours au milieu de la course, quelque chose que j'avais eu en tête, je me disais pendant un certain moment que remettre un dossard, c'était plus nécessairement accessible pour moi, puis je me suis reprouvé que j'avais ça en moi, puis que ça me faisait un bien immense, tu sais. Ah, j'ai l'impression que cette fin de semaine-là, les gens parlaient beaucoup de cette performance-là. Puis c'est drôle parce que même du côté masculin, tu sais, le QMT attire plein d'athlètes internationaux. Puis un Jeff, c'est quelqu'un qui a vraiment performé tôt dans sa carrière de coureur. 2017, 18, 19, personne était proche de lui. Puis c'est un gars aussi qui, à travers des grosses performances, a aussi eu des moments plus difficiles, un premier DNF à l'UTMB, après des années, est-ce que l'estomac collabore, ça collabore plus, il a eu à se questionner, puis c'est un gars qui en a parlé aussi, il est venu sur différents podcasts dont le mien, puis il en a jasé ouvertement, puis là, les gens parlaient beaucoup de cette espèce de comeback-là. Je me rappelle, quelqu'un avait comme dit, c'est 2019 qui recommence, tu sais, Jeff et Anne au sommet, j'exagère le truc, mais je pense que les gens, moi, ce que j'ai entendu sur le parcours du 50, on parlait de toi, on arrivait dans les ravitaux avec d'autres gars, on courait, on était comme, comment ça se passe pour Anne? Puis je me rappelle que le sentiment général, puis c'est ça que je trouvais beau parce que on avait parlé de la pression, on avait parlé que les gens focusent beaucoup sur la performance quand ils sont fans de des gens ou quand ils suivent des gens. Puis ce que j'entendais, c'était pas « Wow, Anne est première », c'est « Wow, Anne a une belle course ». Tu sais, puis t'en as beaucoup parlé de comment ça peut être difficile. Tu sais, t'as des courses où tu racontais qu'après 2-3 kilomètres, tu sentais une pression, tu te sentais pas bien. Puis là, je t'entends tantôt raconter ton QMT, de dire que tu as eu des bonnes sensations du début à la fin. J'ai l'impression que c'est ça la plus belle affaire dans toute cette histoire-là. La position. C'est sûr, ça doit être un beau petit cerise sur le Sunday ou le record du parcours, hein, tout ça aussi. Mais on dirait que c'est des termes qui... Moi, on dirait que je t'entends parler, je t'ai regardé, j'ai vu les images de ton arrivée émotive et tout ça, puis ce que je voyais, c'était pas yes, elle est contente d'avoir gagné, c'est yes, elle s'est rendue au bout d'une distance que c'était certain que t'avais ce qu'il fallait pour te rendre au bout, t'avais des trainings de fou depuis des années, mais là, tout a cliqué, tout s'est aligné, puis ce que je trouve ça beau, que pendant ta course, tu t'es senti aussi bien du début à la fin.
d'avoir dans un bon état d'esprit. Le 100 000, c'est rough, là. Ouais, oui, totalement. C'est tout plein d'aspects, mais ouais, je suis arrivée, puis tu sais, pas que j'ai re-regardé mes vidéos, mais tu sais, je prends la banderole, puis je l'amène proche de moi, comme genre, c'est à moi, ça, tu sais. Puis je l'ai dit à Kat, tu sais, à la fin, j'ai dit, c'est à moi, cette course-là. C'est comme si je me l'approprie dans le sens que comme j'ai tellement voulu ce moment-là de juste comme, j'ai cette genre de petite rage en dedans, même s'il y a de l'adversité, je suis capable de juste passer à travers quelque chose que j'étais pas en mesure de faire. J'avais pas ce mental-là pour aller vers de l'adversité. Puis là, j'étais comme, tu sais, je me l'approprie, c'est à moi, puis j'y vais, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que ça. hier, je cherchais, j'ai googlé pour trouver une photo du Grand Raid des Pyrénées pour la promo de l'épisode. Je prépare tout ça. Puis, sur Google, ce qui est ressorti, c'est en parallèle une photo de ta victoire 2019, la banderole dans les airs, sur le QMT 110, et là, sur le QMT 100 000 cette année. Puis, de un, j'avais de la misère à différencier, ok, c'est laquelle, c'est la même face, c'est la même athlète, mais l'émotion est complètement différente. J'ai l'impression que, j'en reviens encore là-dessus, là, c'est toute la même Anne, on s'entend, t'es pas différente personne, mais la fille de 2019, t'as les bras dans les airs, pis t'as une face de genre, ça pourrait continuer. Sérieux, c'était pas si pire que ça. Là, on ressent l'arrivée de 2024, on sent une émotion beaucoup plus forte puis beaucoup plus intérieure, là. Ouais. Là, 2019, t'as la banderole des airs, pis c'est genre, tu sais, come and get me. Oh, Là, c'est genre, je viens de faire le truc le plus dur que j'ai, mais je suis la personne la plus fière au monde. On dirait qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions dans cette photo-là. Je trouvais ça beau. Ça a donné de même. Google mes pictures une à côté de l'autre. J'ai fait, oh shit, ok, c'est pas la même, oui, c'est la même personne, mais c'est pas le même état d'esprit. Totalement. C'est fou, hein. Ouais. Là, tu t'es rendu jusqu'au bout de ce 100 000-là. Ouais. Le sentiment de compléter cette distance mythique-là, parce que tu l'as essayé plusieurs fois. Ouais. T'avais des gros entraînements, comme je le disais. T'avais le volume, tu savais que tu pouvais le finir, mais à un moment donné, faut que ça arrive, faut que les astres s'alignent. Comment tu décrirais cette distance-là par rapport à d'autres choses que tu as faites par le passé? C'est très différent. Tu sais, des fois, tu peux faire des gaps en des distances, mais en ayant fait, tu sais, des 50, des 80, 100 un peu plus que 100, le 160, il y a une autre perspective qui s'ouvre, là. Je trouve que c'est une gestion de course qui est différente. Je trouve qu'on va chercher beaucoup plus, peut-être, de choses non calculables, des choses qu'il faut s'adapter davantage, des petites problématiques peut-être qui peuvent arriver qu'il faut juste bien gérer ou juste accepter en fait. Il y a des moments de fatigue, un peu moins de lucidité, il y a un gros aspect, tu sais, on l'a parlé, mais je pense que sur du plus court, on peut pas nécessairement aller jusqu'à là, mais très, tu sais, moi, il y a des portions à la fin que j'ai peut-être un peu oubliées même tellement que j'étais dans ma tête. La lucidité un peu moins là. Je pense que il y a cet aspect-là spirituel qui vient davantage. Je pense que j'ai davantage apprécié tous les gens autour de moi qui faisaient partie de l'événement, autant proches que éloignés. Encore plus de merci aux bénévoles. Je trouve que c'est c'est un peu plus dans un mindset de j'avance, puis il m'en reste encore beaucoup. Je m'en garde un peu, mais j'avance. La gestion, c'est quelque chose de super important dans la distance du 100 miles. Je savais pas si j'allais aimer ça. Tu sais, des fois, tu dis, tant que tu le sais pas, tu le sauras pas. Ouais. J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré ça, pour de vrai. Vraiment. Ça me colle à la peau, là, genre, vraiment. Vraiment, vraiment. On entend souvent que le 100 000, c'est comme une vie, tu sais, des gens qui ont fait le parallèle parce que tu vis tellement d'affaires différentes. Comme une vie, t'as des hauts, t'as des bas, t'as des périodes dans une vie, tu regardes plus tard, puis tu regardes dans le passé, tu dis, cette période-là, j'étais comme ça, puis il se passait ça. Là, un 100 000 comme le QMT, t'as une nuit complète en partant, tu vis quelque chose, t'es tout seul dans le bois que t'as frontal. À un moment donné, t'as le lever du jour. À chaque fois que t'arrives dans des ravitaux, t'as des gros highs, puis après ça, 1 kilomètre plus loin, t'es tout seul dans le bois. La Mistachibo, tu disais que c'était un bon chantier, puis après ça, t'arrives avec un pacer. Ça change le mood complètement. Raconte-nous comment t'as vécu ça, ces hauts pis ces bas-là pendant 160 km. Là. Au départ, on partait de nuit. Très tranquille. Moi, je trouve que tu pars, puis tu sais, justement, il y a quand même des bonnes portions. Tu sais, au début, là, puis tu vois pas ton crew beaucoup au début non plus, là. Tu sais, tu peux le voir au début au massif, mais après, tout le sentier des Caps, à part les ravitaux, justement, qui étaient vraiment... Ils sont quand même éloignés l'un de l'autre. Oui, ils sont éloignés. Fait que il y a beaucoup de portions seules ou des fois avec un coureur ou des échanges, mais j'étais très, très dans ma tête. Juste
très, très bien avec moi-même, puis juste à avancer, puis à être très conservateur, parce que justement, comme je disais au début, c'était dans le but de le finir. Lever du jour, tu sais, je dirais que toute cette portion-là, c'était très, très flowy, je me laissais aller, j'ai partagé des beaux moments, des petites discussions, tu sais, avec, par exemple, Kelsey, on a un petit peu jasé, ou avec des coureurs que souvent tu te chevauches, il y en a qui sont plus en montée, d'autres plus en descente, ou des fois, justement, juste seul. Des beaux moments dans les ravitaux parce que j'avais des amis, physio, puis c'était le fun. Fait qu'à chaque fois, des visages connus aussi, tu t'arrives, puis c'est pas juste, oui, ça fait du bien des bénévoles, mais là, c'est un bénévole qui te connaît par cœur, c'est un ami ou peu importe. Exact. Ça fait quand même du bien. Trop hype, il est 1h du matin, style, là. Ouais, c'est ça. Exact. Qu'est-ce que t'as besoin? Puis c'était tout le temps des petits moments bonbons. Par la suite, lever du soleil qui est arrivé proche de Saint-Tite, là, juste un petit peu avant. Puis j'ai partagé un bon moment avec Mylène Sans Souci, avec Marc-Antoine Forand à ce moment-là, jusqu'au ravito, passage sous le fameux passage dans l'eau un peu chaotique à travers les roches, jusqu'au ravito. Mi-course, par la suite avec toutes les tests santé, tout ça, s'assurer que tout va bien. Puis là, j'avais un petit peu peur. J'étais comme, faut pas... Non, c'est ça. Tu veux pas que quelque chose... Tu des bonnes sensations, mais finalement, t'as perdu du poids, t'as pris du poids, ton sanguin pas bon. T'es comme, fuck, j'ai des bonnes sensations, là. Tout allait bien, je pense, parce que ça a bien été. Mais il check quoi, la prise ou la perte de poids? Exactement. Parce que dès que c'est un peu important, c'est pas normal. Exact. Y a-tu un test sanguin? Non. Okay. J'ai tout test sanguin. Non, c'est moi qui ai assumé, ou je sais pas pourquoi, là, mais il y a des courses qui font ça. Ouais. Test, poids, puis pression. OK, pression. OK, c'est ça. Autant, tu sais, soit la perte ou la prise de poids. Ouais. Prise de poids, c'est encore plus dangereux. Ouais, c'est ça. Puis ça, j'avais peur parce que je me disais, tu sais, j'ai des problématiques quand même dans un ABU, c'était quand même des problématiques. Tu l'avais raconté, c'est ça, rénal, qui amène justement une rétention d'eau. Exact. Puis, là, j'étais comme, pas que ça arrive. Non. Puis pression, mais tu sais, il y a des barèmes, j'imagine, parce que j'ai vu ma pression, je me suis dit, c'est bas ça, mais tu sais, j'imagine qu'il y a du normal après 80 km/h quand même. Exact. Fait que ça a bien été. C'est là qu'on commence à voir des gens, qu'on partage le parcours. Oui, c'est ça. C'était quand même un dilemme cette année, là, avec le changement au niveau du 50 qui partait à Saint-Tite. Ouais. C'était comme le retour au premier 50 d'il y a 2018-19, mais avant ça, c'était différent parce qu'il y avait un pont qui était tombé. Mais ça reste que le 50, c'est 600-700 personnes. Oui. Ça reste que ça t'impacte un sentier. Tu sais, c'était boiteux, c'était mouillé. C'est rough quand tu te dis le 110 et le 80 sont passés. OK, 300 coureurs, mettons. Ouais. Mais là, t'as le 50 qui est passé là aussi. C'est toi, quand t'arrives, il y a 1000 personnes qui passent avant. 80-110, ça n'avait pas passé encore. Ah, OK, c'était avant. Ouais, parce qu'eux partaient le samedi matin à Petite-Rivière-Saint-François. C'est eux qui ramassent le sentier. Et là, ça a dû être... oui, c'est ça, là, ça a dû être... mouillé cette année. Là. Oui. Donc, arrivé au 80, mon crew est là, tu sais, je les avais pas vus depuis le massif, fait que c'était le fun de voir tout le monde. Full belle ambiance, tu sais, d'autres crews aussi de certaines personnes. Les départs de 50, fait qu'il y avait quand même beaucoup de gens, fait que ça faisait vraiment du bien d'avoir cette énergie-là. Ben oui. C'est à ce moment-là aussi que je suis arrivée quasiment côte à côte avec Mylène qui lidait. OK. Fait que c'est à ce moment-là que, c'est ça, les lumières allumées un peu, mais que mes parents, tu sais, je leur avais dit aussi certains, tu sais, avec son crew, c'est quand même intéressant de parler puis de juste ramener à certains points. Ouais. Puis ils ont vraiment été parfaits, tu sais, ils m'ont juste comme, ils étaient super neutres, juste une bonne balance de ma mère un peu énervée, mon père très calme, puis de rester un peu sur cette lancée-là. Je pourrais pas dire que ça m'a pas impacté parce que je me souviens d'être partie du ravito puis de monter, tu sais, t'es dans le village au début avant de rentrer un peu plus dans le bois. Puis je suis repartie en marchant puis parce que j'étais dans ma tête, puis fait comme là ça m'a comme monté un peu, mais je vais OK, recommence, tu sais, repense à pourquoi tu cours. Puis c'est ça, j'ai continué à avancer tranquillement. C'est bon de pas t'être laissé emporter, de t'être comme auto-censuré, de comme parce que tu l'avais raconté, c'est déjà arrivé dans d'autres courses que l'aspect compétitif t'est venu impacter positivement ou négativement, mais là, dans ce cas-ci, tu repars du ravito, t'es première, t'es en tête, mais il en reste 80 kilos. C'est une longue balade, là. Totalement encore. Ouais. Fait que non, ça, j'étais contente, puis là, j'ai vu, OK, parfait, là, ça a cheminé dans mon cerveau. Ouais, What? J'étais comme fière de toi. Puis, rentrer dans le Mestachibo, là, Mestachibo, ça m'a comme, je pense que je suis arrivée à la base du Mont-Sainte-Anne, juste après, j'ai dit, je suis traumatisée. J'ai jamais vu le sentier aussi laid. Il avait commencé à pleuvoir un petit peu, puis justement, il y avait quand même, je
je pense que j'étais rendue, il y avait certaines vagues, il y en avait beaucoup qui avaient déjà passé. Donc, j'étais avec une bonne gang de personnes. Ça, dans les descentes, ça crée des bouchons quand même pas pire. C'était très vaseux aussi. Donc, ça a été d'avancer dans le possible. Ça l'a quand même joué sur l'état de mes pieds. Quelque chose que j'avais jamais vécu. Okay. Parce que, c'était mouillé puis ça glissait dans la chaussure. Tu sais, c'était comme un terrain full instable. Continuer, tu sais, dans la mestache beau, j'avançais comme je pouvais. Il y avait des bons passages qui étaient plus courables quand même, fait que là j'essayais de me faufiler à travers les gens, là, dans le respect de tout le monde puis dans le parcours de la course. Puis c'était le fun encore, j'ai vu Laurie Girard en plein milieu du mestache beau, j'étais trop contente. Puis remonter les escaliers, puis c'est à ce moment-là que j'ai vu Marie-Ève pour la première fois. Elle était tellement hype, c'était incroyable. Qu'est-ce que t'as besoin? Non. Fait que j'avais juste besoin d'un moment. Puis tu sais, quand je suis arrivée à la base, c'est ça du Mont-Sainte-Anne, Catherine, ma belle-sœur, montait avec moi. J'étais très émotive, je sais pas pourquoi ça m'a pris, puis Marie-Ève m'a dit laisse-la aller, j'ai pleuré là. Ah ouais, OK, ça a sorti là, puis tu sais là, c'est sûr il y a full de monde, je voulais pas comme en même temps, je me suis juste laissée aller, ça m'a fait full du bien. Je pense que j'étais un peu comme c'était un mélange de beaucoup de choses, mais ça a juste tu sais, Catherine a juste été parfaite pour ce moment-là. C'est quand même intéressant d'avoir un paisseur. C'est pas tout le temps possible, mais on a vécu un moment fou parce que on avait notre propre langage. On a développé vraiment des bonnes tactiques d'avancer un petit peu plus vite, moins vite. Tu sais, on disait up, down ou OK, stop. ou on s'est dit à un certain moment, quand ça allait un peu moins bien dans les montées, que OK, on marche toutes les montées, mais le reste, on le jog. Ou tu sais, on avait un beau moyen de communication. Il y a des moments que elle voyait, je parlais un peu moins, elle parlait toute seule des fois, ou des fois, tu sais, elle était juste parfaite, puis elle s'alignait bien à moi. Ouais. Puis c'est drôle parce que à certains moments, dans le fond, tu sais, il y avait le crew possible, puis à un moment donné, il y a eu un échange de crew, puis là, c'était rendu Marie-Ève Pelland qui m'amène une slush en haut du Mont-Sainte-Anne, c'était parfait, tu sais, qui m'avait amené des trucs vraiment, vraiment, vraiment incroyables. Puis même des amis qui étaient directeurs de course, qui ont changé leur planification de directeur de course parce qu'ils étaient tellement hype, dont Sébastien Dion. Ben oui. Il me faisait tellement du bien parce que, tu sais, c'était un bon ami à moi, puis il me connaît bien. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été un peu plus difficile parce que je rentrais dans l'inconnu, mais je continuais juste à avancer dans le possible. Fait que montée du Mont-Sainte-Anne, descente à moitié, remontée, petit train va loin avec Catherine qui me donne un pace. Puis par là, ça a super bien été. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu le train en arrière du 50. On a tellement eu du fun parce que des fois, quand j'ai un trop plein, tu sais, je fais des petits cris ou c'est ça se passait là, je les avais avertis, puis là c'était très très drôle, on avait des beaux échanges, puis c'était juste très cocasse, fait que ça fait passer une partie de la course, ça a juste changé un peu le beat et tout ça. Pendant là, tu penses pas que t'as mal aux jambes, oui, tout ça, parce que là t'es diverti, il y a de l'action autour, ça c'est le fun. Exact. À partir de l'Auberge du Fondeur 1, ça allait encore super bien dans ma tête. C'est vraiment un gros aspect que j'avais pas pensé, c'était mes pieds. Ouais. Ça a commencé à être pas très beau. Puis il a juste fallu Au Fondeur 1, il reste 35-40. Ouais, c'est ça. Ouais. Il reste un marathon. Oui. Fait que on a bien tapé, tu sais, ce qui est dans le possible, mais c'était j'ai appris ce mot après, trench foot. Des pieds blancs complets, là, tu sais, comme on voit. C'est pas très beau. Une belle photo post-ultra, là. Total. Mais très humide. On a changé mes bas, on a tenté des choses. C'était pas tant le fun, mais on avançait, tu sais, on marchait un peu plus les montées, mais le reste, j'avais encore des bonnes jambes pour courir le plat puis les descentes. Encore avec le même mode de communication très spécial entre moi puis Catherine. Puis Auberge Fondeur 2, retour. Puis là, mes pieds étaient effroyables, mais encore une fois, un ami physio m'a retapé ça pour j'avais besoin de quelque chose. On a jogginé ça jusqu'à la fin. Là, j'étais un petit peu plus stressée parce que je pense que Kelsey est en mode on rattrape. Ouais. Mais personne me le disait. Puis c'était bien correct. Ouais. Okay. On était dans un mode comme finish pour de vrai. Ouais. Fait que j'ai aucune idée. Mais à un moment donné, il fallait demander, puis non, j'ai fait non. Je pense, tu sais, c'est pas le pourquoi je cours. Fait que juste continuer. Puis après les 2 traversées de rivière, tu sais, on a des repères considérant qu'on connaît le parcours. Puis rendu juste avant, tu sais, il y a une petite montée, puis personne nous voit, puis on redescend avant le finish. Puis ça a fait la même chose que quand j'étais au QMT 110. J'ai dit à Kat, attends une minute, on arrête ici.
c'est ce qui se passe, là. Puis là, elle était comme, qu'est-ce qu'on fait, là? T'sais, est-ce qu'on finit ensemble ou j'étais assez? J'étais comme, je sais pas trop, là, tu sais, je suis pas prête à ça. On dirait que j'étais pas prête. Puis, finalement, elle m'a laissé aller, puis d'entendre ces claps-là, puis de vivre, toute cette panoplie d'émotions-là. Je pense que je peux pas me retenir. Je suis une personne assez intense avec mes émotions, très émotive, puis c'est juste, j'ai éclaté vraiment à l'arrivée, puis c'était de réaliser d'autant plus la victoire, mais plus l'accomplissement, comme on a dit, puis de dire que j'étais tellement... j'aime tellement mon sport, puis de retrouver ça, puis de retrouver cette communauté-là aussi, ça me manquait beaucoup. Puis, tu sais, depuis, je suis même allée à quelques événements off, dont en fin de semaine à UTHC, puis la communauté fait du bien, puis c'était de revenir, puis de plus avoir... Tu sais, je l'ai déjà mentionné dans l'autre podcast que à un moment donné, quand j'avais fait certains abandons, j'avais vraiment honte, puis je quittais, tu sais. Ouais. Puis je me rends compte de tout ce que... c'est pas... J'ai pas manqué des choses, mais peut-être quelque chose que j'ai laissé de côté, puis qui est réintégré dans ma vie, puis qui me fait connecter avec plein d'humains, autant virtuels qu'en, tu sais, de face à face, d'avoir ces discussions-là avec tout plein de gens qui partagent quelque chose de commun. C'est fou comment ça rend vivant, puis on se rend compte, puis je sais pas, je pense qu'on n'arrive même pas à le mettre des mots là-dessus, mais notre sport est différent, tu sais. Notre sport, je sais pas, même les gens qui l'intègrent, qui ont fait d'autres sports, ils se disent, il y a quelque chose de... On dirait que les gens arrivent même pas, c'est ça, à mettre des mots. Il y a quelque chose d'assez unique que les gens partagent, puis c'est fort, vraiment très très fort. Il y a un côté communautaire, puis il y a un côté, je sais pas comment dire, quand tu l'as vécu, tu sais ce que l'autre a vécu, dans le sens où tu as été dans le dur. Oui. Comment expliquer le dur à quelqu'un qui connaît pas le trail ou l'ultra? Ça fait mal, mais ça fait pas, tu sais, c'est pas une douleur 9 sur 10 du tout, c'est pas une blessure, mais quand entre trailers, tu dis, j'étais dans le dur, tu sais exactement comment c'était. Tu sais que la tête avait pris le bord. Tu sais que il y avait une douleur généralisée qui fait pas mal, mais qui dérange. Puis, tu sais, on dirait qu'on vit plein d'affaires qui se ressemblent. Puis, je trouve ça le fun ce que tu parles aussi, parce que notre sport, il se vit pas juste dans le sentier. Dans le sens que, oui, on peut le faire comme coureur, mais le reste de la fin de semaine, tu sais, ça fait partie du fun. Tu sais, quand j'entends parler, des fois, je suis allé faire telle course, je suis parti le soir même, des fois ça arrive, c'est la logistique de la vie, mais tu sais, c'est des gens qui commencent dans le trail et tout, je leur dis, tu sais, reste le lendemain, là, c'est cool, tu sais, c'est le fun d'être sur place à un événement quand tu cours pas, c'est le fun d'être sur place le lendemain de ta course. Les gens font juste raconter ce qu'ils viennent de vivre, puis tout le monde se comprend, tout le monde est comme dans le même bateau, tout le monde a du fun, tout le monde est comme dans le même état d'esprit, t'es pas dans ton quotidien. L'avantage du trail, c'est qu'on est souvent loin, donc pas de réseau cellulaire, donc il y a comme cette espèce de boulet qu'on traîne tout le temps, là, puis je rends ça super négatif, ça a plein de côtés positifs, la technologie, mais ça reste que là, on est juste en train de connecter. Il y a pas genre je connecte, mais en même temps, je check mon cell de coup qu'il y a un courriel de job qui rentre. Il y a rien qui rentre à Arikana, il y a rien qui rentre à l'UTCC, il y a rien qui rentre à ben des places. Puis je pense que ça contribue aussi à on est dans le bois puis on le vit pleinement. Puis on peut aussi tout faire ça, même avec du réseau, juste fermer son cell. Mais je pense que les gens connectent pour vrai. Puis je pense que c'est aussi l'attrait du multijour quand on voit du monde aller faire le Trans-Charlevoix, Trans-Rockies, les courses par étapes, les Transpercées, Transforillon. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est que tu vis quelque chose de super intense avec du monde qui vit la même affaire intense que toi, puis ça bourdonne, puis ça crée de quoi de fort. Puis je pense que les gens recherchent ça davantage. Ils s'en foutent de leur quotidien, puis c'est en colonie de vacances. Moi, je suis parti à l'UTCC cette année tout seul parce que, encore là, côté logistique familiale, c'était plus simple que j'y sois seul, puis j'avais l'impression de partir en camp de vacances. Je m'en allais avec mon pote Eric dormir dans un rafting, je sais pas c'est où, dans un refuge, puis tu pars en colonie de vacances, tu manges un peu n'importe quoi à n'importe quelle heure. Tu te couches trop tard, tu restes sur le bord du feu, là, au lieu de faire des guimauves, tu fais des grilled cheese pour des coureurs, mais il y a de quoi de vraiment le fun dans toutes ces affaires-là qui gravitent autour du trail qui sont pas la course elle-même là. Ouais, totalement. Fait que tu termines ce QMT là, t'as une vague d'amour de la part de la communauté, de la part de tes amis, de la part de toi-même, une vague de fierté qui doit être immense. Combien de temps on surfe là-dessus, combien de temps on ressent ça, puis qu'on arrive le lundi puis on flotte là, tu sais, on touche pas au sol. Un bon je dirais un bon 10 à 14 jours. Je me laisserais un genre plus qu'une semaine que complètement revenir un peu plus à soi-même, malgré que tu sais le quotidien continue puis on retourne au travail, mais on est un peu ailleurs quand même. Mais une à 2 semaines, je te dirais que on dirait qu'on est un peu c'est ça, on flotte puis on sait pas trop ce qui s'est passé exactement, puis à un moment donné, ben là on a comme c'est vraiment passé ça.
Puis après, on se dit, ben, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, what's next? Parce qu'il y avait pas rien après Non, QMT, c'est ça. là. C'était la C'était course ça. au On savait pas calendrier. trop. Puis comment ça s'est présenté, l'opportunité d'aller dans les Pyrénées? Discussion avec Jean Fortier, de regarder justement là mon petit côté compétitif. OK, ça fait partie de la World Trail Majors. Qu'est-ce qui reste? Ah, il reste 2 courses. Une dans très bientôt, dans cette semaine, qui est en France. Puis une qui est à la fin du mois de novembre, qui est en Afrique du Sud. Puis, je partais déjà en France, en Europe, puis j'ai fait, OK, bon, c'est quand même dans moins de... C'est en pas grand temps. Ouais, c'est ça, le temps, c'est Mais- 7 semaines entre les deux? Ouais. Pour 200 000, peu importe le C'est- type de 100 000, mais les Pyrénées, C'était le un... profil, c'est quoi? C'est 10 000 mètres? C'est, oui, 10 Ouais. 200 avec 166 km, On parle c'est de ça. profil UTMB. là, Oui, mais plus Avec beaucoup de technique. technicité. Ouais, c'est ça. Eh là là. Mais ouais, j'ai fait OK, écoute, on va regarder qu'est-ce qui est possible. J'en parle avec Jean, il me dit ben je vais te mettre en contact avec le directeur de course, puis j'ai parlé avec Denis qui est le directeur de course du Grand Raid des Pyrénées, trop gentil, qui décide de m'accueillir dans les Pyrénées. J'ai fait OK, parfait, on fait un draw 1. J'allonge mon voyage, puis je termine mon voyage dans les Pyrénées. Donc un mois après, je partais en Europe. Mon copain faisait Sierzinal, malade. Ça doit être malade comme C'était ambiance. fou. hein. Ça aussi, c'est une autre affaire. C'était incroyable en tant que crew puis de vivre tout ça. Donc, passage en Suisse, magnifique, dans les Alpes françaises par la suite, puis finir dans les Pyrénées. Donc, un grand voyage qui m'a emmené jusque dans les Pyrénées. Puis les Pyrénées, ont été ajoutés au calendrier suite à des contacts, puis juste de dire, OK, pourquoi pas l'essayer? Il y a au niveau de la World Trail Majors, c'est les 2 plus forts résultats qui sont comptabilisés. Donc, je me dis, pourquoi pas l'essayer? Je trouvais que ça faisait du sens. Je trouvais que fin novembre, c'était très loin, Ouais. en fait. Je trouve que ça allonge énormément la saison, puis je trouvais ça trop, c'est ça. C'était comme de se dire, Ouais. c'est beaucoup de Comme 2 préparation. stratégies. T'as l'option de capitaliser sur le build-up QMT, Oui. de dire on se repose, on essaie de prendre soin du corps, puis Oui. le corps va être encore au même point, même si je prends 3 semaines de repos. Oui. Puis 4 semaines plus tard, on est rendu à la course. Novembre, faut que tu piques longtemps. Oui. Je veux dire, oui, t'as beaucoup plus de temps de récupération, mais c'est pas comme si c'était mi-septembre. Tu te dis, c'est parfait comme timing. Oui. Là, c'est une fin novembre. Ouais. Je veux dire, ça C'est d'autres inclut une grosse récup, mais des gros blocs qui reprennent. Ouais. Donc, j'ai été avec quelque chose d'assez osé, mais je me suis dit pourquoi pas. Puis, c'est ça. J'ai dit oui, j'ai accepté l'offre. En mode, je l'ai mentionné, mais je suis quand même restée un peu incognito. Je pense que ça me collait bien. Puis, j'avais quand même dans la mire de me dire si je performe bien, ça va être hot au classement. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que j'avais déjà un premier bon résultat. Donc, j'ai en masse profité. Puis, tu sais, j'en avais parlé avec Ray avant. Puis, il était tellement encore dans un mindset que, tu sais, 2024, il y avait, tu sais, c'était de confirmer certaines choses pour moi, mais c'était jamais dans une optique de grande performance. Puis si ça vient, ça vient. Ouais. Mais tu sais, il m'avait dit, taper pas, là. Genre, have fun là-bas, là. Fais genre le maximum que tu peux faire avant, on s'en fout, là. Ce que j'ai pas mal fait, mais que je me serais posé quand même les jours avant. Mais tu sais, j'ai pas tant fait attention là-bas. C'était trop beau, puis je voulais trop explorer. Donc, dans les Alpes, je me suis fait du plaisir. Puis, je suis arrivée dans les Pyrénées une semaine avant. Puis, j'ai été vraiment charmée. Ouais. On parle beaucoup des Alpes, mais les Pyrénées, pour de vrai, pour les amoureux de montagne, de nature, de liberté davantage, puis vraiment c'est quand même top endroit que j'ai vu dans le monde, là. Comment tu décrirais les sentiers dans les Pyrénées? Mon Dieu, technique, OK. rocailleux, Ouais. magnifique. Donc, une belle dualité entre à quel point c'est impressionnant. C'est pas, tu sais, c'est des hautes montagnes, mais c'est pas du 4000, tu sais, le maximum c'est du 3000. Mais elles sont imposantes, c'est des pics, c'est de la roche. Quand, tu sais, c'est des sommets, c'est imposant. Puis, comment dire, parsemé de lacs, d'animaux en pâturage, de grands espaces, OK. de petits villages, mais qui sont pas dans le parc national des Pyrénées, donc qui sont à l'extérieur, puis des gens très accueillants. Une grande liberté, en fait, parce que, tu sais, tu vois des gens qui bivouaquent un peu partout, mais les sentiers en eux-mêmes, c'est très, très technique, mais d'un technique pas comme nous, qui est de la roche, qui est de la racine de la boîte, très rocailleux, donc beaucoup de grosses roches, des mers de roches par moment, immenses. Sérieusement, ça m'a resté en tête, les roches. Puis, quand ça monte, quand ça descend, ça descend. Ah, les c'est dénivelés, c'est imposant. C'est pas nécessairement des cols tranquilles qui, tu sais,
tranquille entre guillemets qui monte. Quand ça grimpe, ça grimpe. C'est sur ouais. On fait pas de switchback. Oh on monte direct puis ça fait mal. Là. Ah ouais, exactement. Donc une gestion de course, tu sais, on s'entraîne au Québec la majorité du temps, donc t'arrives dans des terrains comme ça puis tu fais OK, parfait, on y va. Mais je pense que on a un avantage ici quand même d'être des êtres adaptables beaucoup. Ouais. Donc prête à ça, mais ouais, je dirais des terrains très très techniques. Ouais. Avant qu'on entre dans ta course, on va se prendre une pause pour un message de coach Natacha, puis on se parle de l'autre côté. Let's go. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on aborde un sujet commun entre elles, mais parfois tabou, l'abandon. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Quand on s'inscrit à un événement de course à pied, évidemment, c'est pour se présenter sur la ligne de départ et pour compléter la distance à laquelle on est inscrit. Parfois, notre corps, soit par le système musculo-squelettique, donc par une blessure, ou par l'intérieur, par la physiologie, par exemple par un état de fatigue, va pas nous permettre de réaliser notre objectif. La décision d'arrêter, d'abandonner est jamais facile à prendre. Mais je pense que pour la prendre, il faut la mentaliser. Il faut mesurer les impacts sur notre vie professionnelle, notre vie personnelle, notre vie sociale, incluant nos entraînements futurs, pour arriver à la meilleure conclusion possible et surtout ne pas avoir de regrets. Puis moi, là, ce que je peux vous dire pour avoir abandonné avant et pendant des courses, c'est que oui, ça a un impact psychologique, hein, ça va nous décevoir, on a peur de décevoir aussi autour de nous, mais c'est pas d'arrêter une course qui va être le plus important dans votre parcours, tu sais. C'est ce que vous allez faire avec cet arrêt-là. Fait que coureur, soyez intelligent, puis on n'oublie pas que courir, c'est une passion, puis qu'on veut la pratiquer souvent et longtemps. Merci beaucoup, Natacha. Je suis 100% d'accord avec toi. Donc, tu viens de nous décrire les Pyrénées, ça fait rêver. Mais là, à un moment donné, le jour J de la course arrive. Mm-hmm. C'était quoi l'état d'esprit après avoir eu un QMT qui avait été comme vraiment très bien, après avoir la confirmation que tu sais que cette distance-là est possible? Là, c'est encore la même distance, terrain complètement différent, dénivelé complètement différent. Comment tu te sentais sur la ligne de départ? C'est un peu c'était quand même spécial parce que il y a un côté de moi qui se disait je trouve ça épeurant. Je trouve ça un peu très impressionnant quand je regardais les statistiques et le parcours. Donc je me plongeais dans quelque chose que je savais qui allait prendre plus de temps potentiellement que le QMT premièrement. Donc je le savais que je partais pour un bon bout de temps. Dans des montagnes que je connaissais plus ou moins, dans des terrains qui étaient inconnus, justement des ratios très forts. Donc je trouvais ça impressionnant. Puis un autre côté de moi, je pense que le pire c'est que je partais encore dans un esprit de pas trop de performance, mais je pense que ça m'a quand même joué dans la tête parce que je savais un peu, comme je disais, si je performe, ça va être bon pour le classement. Puis ça m'a peut-être un peu monté à la tête parce que je savais que côté performance, j'étais dans les favorites. Puis je m'attendais pas à être challengée tant que ça. Fait que je me suis comme ça, m'en suis voulu parce que c'est pas tant mon genre de faire ça, mais je partais avec une genre de confiance, un peu comme ça va y aller, tu sais. Mais finalement, j'ai été challengée pendant la course par une certaine Juliette. Puis on a eu elle est vraiment vraiment gentille. Ouais. Puis ça m'a ramené un peu à la base de pourquoi je le fais pour vrai, puis tu sais de me dire OK, parfait, on est à l'international, c'est autre chose, puis de redescendre un peu puis de me ramener à mon pourquoi vraiment, puis d'oublier cet aspect-là de juste OK, là, reviens, là. C'est pas parce que t'as gagné QMT que tout va bien non plus, là, tu sais. Tout ce que tu viens de raconter, tu l'as vécu dans la course. Ouais, ce exact. parcours mental-là. Là, ouais, vraiment rapidement, là. Puis je me suis juste dit, là, redescends un peu, là. C'est ton deuxième 100 miles, puis comme, laisse-toi la chance d'apprendre, puis de vraiment, comme, avancer là-dedans, puis de juste, rester aligné avec le pourquoi. Puis, Juliette m'a challengé beaucoup parce que je suis partie très rapidement. Puis finalement, tu sais, je me suis rendu compte que c'était des terrains qui allaient ralentir pas mal. Puis elle a pris le lead, Juliette, là, quand même, je me souviens plus à quel kilomètre, mais peut-être une trentaine de kilomètres. Puis elle a mené le bal pendant un certain moment. C'était quand même challengeant du côté un peu visibilité parce qu'il y avait l'équipe de la World Trail Majors qui filmait là, des portions. Puis ça, c'est quand même une game qui est, tu sais, des fois t'es dans ta tête, puis là il arrive dans des parties, puis là ils te suivent en filmant, puis c'est le fun parce que tu peux avoir des échanges, mais ça donne un genre de petite
un petit aspect un peu de pression. Je pense que quand t'essaies aussi, des fois par moment, de te mettre dans des moods mentaux, de dire, OK, tu sais, il y a des moments que ça va vraiment pas, il y a des moments que ça va vraiment bien, mais on vit des choses dans notre tête, puis des fois, on aime le silence, être dans notre bulle, d'autres moments, on est super content. Total. Puis je pensais beaucoup à ça quand je suivais l'UTMB, puis tu dis, chaque fois que je vois l'image d'une tête de course, c'est que c'est un gars en bicycle qui est en train de jaser avec le coureur, avec la GoPro, puis tu dis, ça doit quand même être, dans des moments le fun, ça doit être le fun. Oui. Dans des moments où t'es dans un creux, de pas tant de tenter. Hein. Puis on est des personnes qui, tu sais, courent dans le bois, souvent seules, en entraînement. Fait que dans des courses comme ça, déjà d'avoir des ravitaux, beaucoup de gens, puis là t'as quelqu'un qui te suit, ça peut être challengeant de ce côté-là. Mais il y a des moments que j'ai eu du fun, que t'as le caméraman qui essaye de me suivre. Parce qu'on est de l'équipement, puis ils sont pas habillés pour ça. Puis que je vais juste dire, il reste encore full de temps. Puis là, j'y jase de même. Tu sais, là, on est quand même, il reste 100 kilos. Puis, mais qui te rappelle quand même souvent que t'es deuxième, tu sais. Puis que, tu sais, t'as 30 minutes de toi. Ok, il donne des stats. Toi qui voulais pas trop le savoir au QMT, Kelsey, t'es où? Là, tu peux pas le savoir. Non, exactement. Fait que ça te ramène un peu à l'aspect compétitif, mais je suis revenue rapidement à mon pourquoi, puis très terre à terre, puis que, tu sais, je faisais ma race dans le fond, puis j'étais pas tant poussée à vouloir comme justement rattraper Juliette, ça me stimulait en fait j'étais comme vraiment, je suis revenue à mon très aligné, puis ça a juste comme continué. Je savais qu'elle était dans un lead jusqu'à temps que de son côté ça aille un petit peu moins bien à une certaine montée, puis que j'ai rattrapé tranquillement. J'ai eu beaucoup d'adversité pendant cette période-là, je dirais à peu près du 50e ou 100e côté nutrition. Ça a pas été une course facile là, pour de vrai, ça a vraiment été difficile côté tout plein d'aspects dont justement j'ai été malade beaucoup là. J'ai vomi énormément, tout ce que je mangeais pendant un 50 km, ça arrivait pas à rentrer du tout. Donc à un moment donné, j'ai été peut-être dans tu sais, Jeff il dit des fois quand ça rentre pas, fais juste attendre, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste laissé un genre de stop à mon système. Arrêtez de le forcer. Oui, exactement, parce que ça avait aucun sens là. Puis c'était beaucoup d'énergie aussi perdue, tu sais, à juste comme tenter, puis c'est ça quand ton corps ne l'accepte pas. Puis c'était quand même intéressant comme partie aussi parce que on était seuls par moment, mais pas tant parce qu'il y avait le relais aussi au niveau du 160. OK, oui, c'est donc vrai, ça. Par moment, tu sais, c'est arrivé dans des périodes de plus creux que je faisais juste suivre des pieds, je pointais des pieds parce que y a pas de paisseur, fait que ça devenait rapidement des gens que je faisais juste comme OK, ça veut pas avancer mais je suis des pieds puis ça va, tu sais, fait que t'accroches puis oui. Fait que cette partie-là était vraiment difficile jusqu'à une très longue montée que à la descente par la suite j'ai commencé à aller vraiment mieux, puis par la suite au prochain ravito que j'ai réussi à manger, fait que ça leur reparti la machine. Puis encore une fois, ben c'est sûr qu'il y a l'aspect de dire que ben là je revenais de prendre le lead à ce moment-là. Puis c'est ça, ça l'a comme donné un petit quelque chose, mais pas tant que pas comme ça m'a pas monté à la tête parce que j'étais comme OK, bon ben on continue. Fait que j'ai juste continué, puis j'ai juste continué avec l'énergie que j'avais durant cette course-là. Il y a quand même beaucoup de flou pendant cette course-là, considérant que ça a été relativement difficile. Puis je pense que j'ai perdu des moments parce que ça a quand même pris 31 heures. J'ai quand même resté focus, j'ai pas eu d'hallucination, je suis quand même restée lucide, mais quand même plusieurs passages que j'ai quand même assez oubliés, mais ce que je sais, c'est que j'étais quand même dans un état d'esprit qui était semblable dans l'optique qu'on avait visé avec Rick, qui était de terminer sans pression, puis qu'on verra en 2025 si ça va bien en 2024, si on va vers un peu plus une optique, un peu plus de performance, mais cette année, c'était vraiment de confirmer que j'avais ce qu'il fallait pour aller vers ces distances-là, d'aller dans l'adversité. Puis ben là, on va parler de ce qui s'est passé plus à la fin parce que ça a fait changer là, mon dos là. Oui, c'est ça. C'est là qu'on voit, je veux pas insulter personne, mais là, c'est là qu'on voit les pseudo-médecins qui sortent puis qui est des pseudo experts, disons ça. Mais il y a beaucoup de monde puis je pense qu'en France, je sais pas si j'insulte du monde en disant ça, mais le sport est à une place différente. On pourra en revenir parce que t'as vécu l'expérience française du trail. Ouais. Mais j'en avais parlé avec d'autres personnes, je n'aimerais pas des gens, mais qui performent dans le sport puis qui voient une différence immense dans le traitement puis la réception qu'ils ont du public qui est très
difficile, puis on l'a vu même aujourd'hui, là, on enregistre la journée où François Daine a remporté le Tour des Géants, puis il y a eu une controverse par rapport à Pacer, pas Pacer, c'était son équipe de photographes, il n'y avait pas de Pacer. Ou ses enfants. Mais ou ses enfants de 9 et 11 ans qui étaient ses Pacers. Mais non, les gens avaient toute une opinion là-dessus, fait que je peux m'imaginer que ta vidéo d'arrivée a fait réagir. Oui. Je dirais à partir de les 15 derniers, il y avait un ravito à peu près à 12 km, si je me souviens bien de la fin. Puis juste avant, ça grimpait fort, puis ça descendait fort, là. Les dénivelés, on l'a dit, mais c'était imposant. Puis ça l'a comme joué sur le corps d'une certaine façon. J'ai commencé à avoir des douleurs lombaires qui ont vraiment dégénéré d'une façon que je ne comprends pas encore, mais ça l'a dégénéré. J'ai commencé à avoir extrêmement mal dans le dos, quelque chose qui est jamais arrivé. J'ai pas rien... Tu sais, j'étais pas blessée avant, c'était jamais arrivé. Puis j'étais arrivée au dernier ravito, j'ai regardé Louis qui me croit, mon amoureux, puis j'ai fait ça va vraiment pas là. Je comprends pas ce qui se passe. Mais j'ai de la misère à comme je suis penchée là, puis j'ai de la misère à comme juste me redresser sans avoir de douleur. J'utilise mes bâtons pour comme m'appuyer un peu, mais comme ça va pas, puis là j'étais comme je sais pas quoi je fasse, tu sais. Fait que j'ai pris un genre de 5 minutes avec les médics là-bas, puis tu sais, pour de vrai, ils m'ont donné, je sais pas, pour de vrai, ils ont noté tout ça, mais ils m'ont donné un genre de genre Tylenol, là, whatever. Mais tu sais, j'étais comme, ça réglera rien, là. Puis j'ai juste fait, je peux pas arrêter ici, là. Tu sais, ça fait pas de sens, là. Puis j'étais pas stressée parce que je savais que ça allait bien dans ma course puis que j'avais un certain moment d'avance. Fait que j'ai juste fait, OK, je vais la finir pour la finir, tu sais, puis pas la finir pour la finir, mais je vais la finir pour for sure. Coûte que coûte. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe. Tu sais, puis c'était difficile parce que ça a vraiment dégénéré, puis j'étais comme je vais me laisser aller sans descendre, mais au contraire l'impact me faisait atrocement mal. Puis ce qui s'est passé, j'étais tout croche, on appelle ça un shift lombaire, c'est au niveau dans le fond du rachis qui vient se positionner pour éviter potentiellement d'aller s'irriter davantage, pour éviter d'aller dans une douleur qui se positionne, puis ça crée des genres de spasmes, puis c'est ce qui s'est passé, puis j'essayais tellement de me corriger, mais c'est ça, sur le moment, c'était pas possible. Fait que j'ai fini en serrant les dents et en finissant bien croche. Des gens pensaient que je tapais dans les mains, mais j'étais en grande douleur. Ça crée, mais c'est drôle, j'ai un peu déconnecté des messages. La majorité, c'est positif, en fait, là, parce que les gens sont comme, oh, wow. Mais il y a eu des commentaires négatifs, là, martyr du corps, mais tu sais, il faut comprendre aussi que il y a un contexte que si c'est arrivé à mi-course, j'aurais arrêté, puis que là je perdais trop à juste j'étais prête à vivre avec le risque, puis je me connais quand même assez pour me dire que je savais que c'était pas nécessairement quelque chose qui allait m'impacter sur du long terme potentiellement. J'ai consulté rapidement après, autant là-bas qu'au retour, puis rapidement ça s'est corrigé en fait là. Puis au-delà de te connaître comme athlète, comme coureuse, t'es aussi dans ta vie professionnelle, t'es dans le domaine, t'es technicienne en physiothérapie. Exactement. Fait que j'ai des connaissances là. T'avais eu quelque chose que red flag, su que ça peut être un danger majeur. Oui. Des gros engourdissements. Tu sais, il y a des choses que j'aurais allumé des flags, puis mais faire confiance. Mais en même temps, on le voit souvent à la Western State, la Golden Hour, on voit les derniers coureurs rentrer, puis il y en a qui finissent un peu croche, il y en a qui finissent en marchant, en boitant, puis il y a toujours 80% de gens qui sont comme wow, l'accomplissement, puis t'as un pourcentage de gens qui critiquent, puis après ça, c'est correct d'avoir une opinion, mais il faut faire confiance aussi aux gens. Puis souvent, surtout sur ces grosses courses-là, personne qui se rend là par hasard, qui a fait un 10 km route puis qu'il s'inscrit au Grand Raid des Pyrénées, tu sais. Fait il y a une expérience qui est là, puis je me rappelle à la fin de la Hard Rock, il y avait un coureur là qui a fini en 39 heures, je me rappelle plus, puis il y avait des gens qui disaient ça a pas de sens s'imposer ça, puis il va y avoir des dangers, il va y avoir des impacts sur son corps. T'es comme, il fait 10 ans qu'il fait des courses qualificatives pour se qualifier ici. Il y a probablement 5, 10, 12, 100 000 à son actif, si c'est pas plus. Si la personne s'est rendue jusqu'ici, il le sait, faisons confiance, puis mais c'est ça, tu sais, des gérants d'estrade, il y en aura toujours un peu, là. Il y a quand même je crois que c'est un peu comme le, pas dire proprio, mais l'auteur principal de Running Mag, qui a écrit puis a utilisé ma photo une photo de finish, puis c'est ma face, fait que c'est pour ça que ça m'a un peu comme sauté à l'œil. Il y avait des gens qui l'avaient repartagé, mais tu sais, le texte est magnifique en fait, tu sais, ça dit juste, tu sais, un peu pourquoi s'imposer ça, puis c'est vraiment, ça dit, tu sais, mais pourquoi pas en fait, parce que pourquoi qu'on fait ça, c'est peut-être pour faire différent des autres,
peut-être juste parce que ça nous fait du bien, qu'on est capable de déconnecter, puis mieux connecter avec soi, connecter avec les gens. Mais tu sais, pourquoi? Mais pourquoi pas en fait? Puis rendu là, si on vit rien, tu sais, à un moment donné, tu sais, notre pourquoi est personnel, puis pourquoi qu'on s'inflige ça, même parce que, tu sais, puis je sais pas, on a tellement à vivre, puis rendu là, tu sais, je sais pas, je pense que on a toutes nos raisons, puis tout est valide, puis je pense que c'est juste pour se sentir plus vivant, ça revient beaucoup ça, puis juste se sentir vraiment comme d'oser, puis d'aller vers l'avant, puis d'être intelligent dans notre parcours, mais qu'on a le droit de rêver, puis de vouloir aller un peu plus loin, puis que ça fonctionne moins bien cette journée-là, ben au moins on est capable de se dire qu'on a tenté quelque chose pour avancer, tu sais. Puis je trouve ça beau d'oser, puis de juste, tu sais, j'ai parlé avec à UTHC en fin de semaine. Puis là, je suis pas fine parce que j'ai oublié son nom, mais le coureur qui a tenté de faire la SIA, mais de tenter l'UTCC aussi pendant Bastien Hamon, exactement. Il était là, puis on a jasé, puis j'étais comme, c'est tellement malade. Moi, je trouve ça vraiment, comment dire, j'ai un gros wow envers les gens qui font juste oser en fait, puis tu sais, le gars il a de l'expérience, puis tu sais, il sait dans quoi il s'embarque, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui était hors de sa portée, mais il ose puis il avance. Ouais, puis je trouve ça magnifique en fait. Je sais pas quel coureur de l'UTMB disait ça en entrevue. Il avait dit, tu sais, si tu l'essayes puis c'est risqué puis tu réussis pas, le monde va dire ouais mais c'est parce que c'était mal calculé, c'était pas réaliste. Mais si t'oses puis t'essayes puis ça marche, on va crier au génie. Ouais. Dans le sens qu'on mettons que Bastien, l'histoire pour les gens qui connaissent pas, il tentait le FKT du SIA, donc du Sentier international des Appalaches. Il tentait de battre le record de Mathieu Blanchard, donc le FKT avec assistance. Oui. Puis il avait essayé de coordonner son départ pour arriver à la réserve phonique de Matane pour prendre le départ de l'UTCC. Puis dans le cadre d'un FKT, si sur un tronçon de 170 km, il y a l'assistance des ravitaux, il a le droit, c'est un FKT avec assistance. Puis il l'a essayé. Puis je pense que son crew a manqué un ravito prévu, je veux dire, avant qu'il arrive au départ. Puis ça a fait qu'il a pas pu, il a pris du retard dans son temps, il a pas pu prendre le départ. Bref, tout ça pour dire qu'il a essayé, puis ça a pas marché. Mais moi aussi, j'y parlais, puis vu qu'il savait que j'étais impliqué dans l'organisation, il me posait des questions. Là, je peux-tu faire telle affaire? Puis j'étais comme, parle à Eric, c'est lui le directeur de course. Mais on se parlait après aussi, puis j'étais comme, fuck, c'est malade, t'as essayé, man. Puis après ça, effectivement, il y a des gens, moi j'ai entendu dire c'est drôle d'avoir essayé ça. Oui, mais en même temps, je veux dire, il a pas mis sa vie sur pause au complet en se disant je lâche tout, je lâche mon emploi pour tenter ça. Il a pris 2 semaines dans sa vie puis il a dit je vais essayer ça. C'est pas impactant. Puis s'il avait réussi, FKT ou pas, s'il avait réussi à se coordonner, ça aurait été épique comme histoire de dire le dos a fait je sais pas combien de centaines de kilomètres. Il est arrivé pile poil au départ de l'UTCC. Il a mis un dossard pendant 170 km. Il a ramassé sa boucle puis il a continué jusqu'à Forillon. Ça aurait été une histoire épique. Puis en même temps, est-ce qu'il va le réessayer? Mais comme tu dis, on peut oser. Puis je pense que c'est facile de juger, mais tu sais, dans la vie, moi, je me fais souvent poser la question par des gens qui sont moins dans le trail. C'est-tu impactant pour le corps? Ça a-tu des mauvais impacts? Puis j'en avais parlé avec Julie Lesage, qui la réponse médicale est, on le sait pas, mais probablement. C'est sûr que, tu sais, c'est quoi? C'est 150 minutes d'activité par semaine que c'est recommandé pour être en santé. C'est prouvé que si on fait 300 minutes, 450 minutes par semaine, on n'améliore pas notre durée de vie. Mais on a du fun là-dedans. Puis, qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que c'est de faire un sport qui va peut-être impacter la fin de notre vie? Oui, peut-être, mais il y a des gens qui sont sédentaires, il y a des gens qui boivent beaucoup d'alcool, il y a des gens qui consomment beaucoup de drogue. Tu sais, après ça, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent être néfastes. Je pense que tout dans la vie est néfaste. On est dans une société dont en admiration devant le cinéma, puis la télévision, puis les Netflix et tout ça, puis je critique pas, moi aussi j'en passe du temps des fois à écouter la télé, mais peut-être moins que si je faisais pas ce sport-là. Mais à la fin de ma vie, qu'est-ce qui va impacter le fait que je vais partir plus vite ou plus tôt ou plus tard? C'est-tu d'avoir fait des 100 000, des 100K, des distances un peu connes, des affaires qui nous mettent dans des situations physiques difficiles, ou c'est d'avoir fait plus de Netflix? On le sait pas, puis on est obligé de se questionner. Si t'es passionné de cinéma puis t'écoutes 25 films par semaine, all good pour toi, tape là-dedans, puis c'est cool, parle-moi de cinéma. C'est tout. Tu sais, on n'est pas obligé de critiquer. Non, puis tu sais, ça peut être tellement juste on aurait même pas besoin de se justifier dans un sens que, tu sais, quand tu le sais que tu le fais tellement, tu sais, je pense que ça devrait en majorité être tellement intrinsèque pourquoi qu'on fait certaines choses, puis on aurait même pas besoin d'en parler, en fait. Tu sais, quand tu le sais que tu le fais pour les bonnes raisons, puis
ça dérangerait même pas que ça soit pas sur les réseaux, sur Strava, sur de le dire ou de pas le dire. Par la suite, oui, il y a certains petits aspects peut-être extrinsèques parce que on aime partager, peut-être qu'on a un petit, tu sais, un petit quelque chose, on en a parlé au travail, puis là, les gens le savent, fait que tu le sais que... Mais la majorité, je pense, ça devrait tellement être comme... Ton pourquoi devrait tellement être fort que t'as même pas besoin, parce que tu le sais que peu importe ce que tu fais, ben c'est ça. Tu sais que tu le faisais pour les bonnes raisons, puis si ça y va comme le plan ça y va, ben go, puis sinon, ben ça amène tout plein d'apprentissage, puis pas besoin d'avoir de justification quelconque ou de c'est ça. Je pense que ça devrait être ouais, voilà. La question devrait être, t'as-tu du fun à faire ce que tu fais? Ouais. Parfait. Tu sais, je veux dire, en ce moment, notre sport explose en popularité, puis on voit plein de types de coureurs, de plein d'horizons. Tu sais, t'as le parcours classique du coureur de route ou du coureur de course à obstacles qui découvre le trail puis qui reste. T'as des gens qui arrivent du track universitaire, t'as du monde qui arrive de la route, de la rando, je veux dire. Il y a du monde qui arrive de plein d'horizons, puis t'as des gens qui sortent de la boîte. Dans le trail, on en a beaucoup. Je pense que c'est un sport qui attire des gens qui vivent un peu en dehors des normes sociales, ou en tout cas qui se reconnaissent peut-être pas dans la vie occidentale typique. Ouais. Puis ça fait qu'on a des gens de tous les horizons, puis c'est une belle couleur pour notre sport. Je veux dire, on a un éventail de couleurs de personnalité. Fait que laissons le monde s'amuser. Puis t'as-tu du fun dans ce que tu fais? Ouais. Parfait. Après ça, arrêtons de juger, puis amusons-nous. C'est ça, c'est un peu ça aussi, l'esprit trail, je pense. Hein. Vraiment. Faut se le rappeler parce que encore là, t'as fait une course en Europe, puis je veux pas qu'on généralise, il y a des super événements, des super coureurs, mais je sens qu'il y a beaucoup de critiques. Tu sais, je suis beaucoup de médias français parce que je suis ces courses-là, je suis ce sport-là, puis on passe beaucoup de commentaires, puis je me dis, tu vois ce bout-là, la communauté trail du Québec, qui est le sport en ce moment est en évolution, on n'est pas obligé d'aller dans cette direction-là. Peut-être mieux de regarder ce que les Américains font, qui sont très dans vivre et laisser vivre. Là. Je le sens moins dans les médias du trail, la suivi du trail, c'est genre... C'est cool ce que tu fais, c'est normal fun, beau projet, nice. Et non, ben ça il y a du jugement, puis ça c'est pas une bonne chose à faire, puis c'est pas. Je veux dire, écrivez-moi s'il y a des gens de la communauté trail en France qui le sentent pas comme ça, mais moi de mon extérieur, à suivre beaucoup de médias, je sens que il y a une partie de cette communauté-là qui est très dans le jugement, puis dans la critique de, tu sais, j'ai reçu des messages aujourd'hui de ça a pas de bon sens infliger un tort des géants comme ce que François Dan vient de faire, puis ben pourquoi? Le gars, il est tellement... Au final, c'est de la longue rando, tu sais. C'est, puis encore tellement un cool projet. Des milliers de coureurs qui le font chaque année, ces distances-là. Ouais. Oui, c'est extrême quand on compare comme un des mortels, mais c'est correct. Tu sais, c'est drôle, là, je veux dire, c'est aujourd'hui, j'en parle parce que j'ai reçu comme 5 messages de gens qui me disaient que ça a vraiment pas de sens de faire ça, puis comme... Puis un message qui m'a fait rire, c'est il pouvait pas se contenter de juste faire 170, puis j'étais comme cette phrase-là n'a aucun sens dans le monde normal, tu sais. Il a fait combien de fois l'UTMB? Il a fait combien de fois? Ils ont besoin aussi de ces projets-là. C'est comme un Kilian qui fait le Alpine Connection. C'est un projet de malade, mais le gars, il est tellement accompli qu'à un moment donné, même ces athlètes-là, hors du commun, qui ont fait des trucs, ils peuvent pas nécessairement... C'est le genre de personnes qu'à un moment donné... On a tout ça un peu dans nous qu'on a besoin d'aller un peu plus loin puis d'avoir des projets stimulants. Tu sais, François, il l'a dit, c'était pour partager. Il voulait tellement inclure sa famille autour de ça davantage. Il revenait quand même d'années un peu plus difficiles lui aussi. Puis il avait besoin de ça. C'est autour de chez eux. Tu sais, tu le voyais à quel point il avait l'air bien tout de même si c'était une grosse distance. Il avait l'air vraiment, vraiment bien en fait. C'est ça. Tu sais, fait que il avait l'air d'avoir du fun. Vraiment. Avec ses pacers. Ouais, avec ses pacers. Quelle histoire. On embarque pas là-dessus, mais aller lire là-dessus, c'est quand même très drôle. Peut-être juste rester au fait de dire, tu sais, on pratique un sport nature dans un environnement sain, avec du beau monde. Essayons de garder ça, puis de juste comme bien connecter, puis un peu... tenter peut-être à notre manière. Des fois, on n'a pas d'impact sur le tout, là. Ouais. Tu sais, mettons ces gens-là qui vont peut-être amener des certains jugements, mais peut-être essayer, nous, d'être bienveillants puis de juste partager quelque chose de nice dans une communauté bienveillante aussi. Puis je trouve ça juste beau. Ouais, la communauté grandit puis il va y avoir du monde de tous les horizons qui vont essayer toutes sortes de projets. Puis partons toujours de la question... T'as-tu du fun à essayer ce projet-là? Tu le fais-tu pour les bonnes raisons? Ouais, let's go, fais-le, le FKT du Tour du Québec, puis ça va te prendre 8000 km. On va te donner plein de visibilité en plus, viens au podcast. Mais c'est ça. Ouais. J'ai envie de terminer sur un extrait que je vais sortir. Tu vas te reconnaître parce que c'est de toi. En fait, c'est que j'ai réécouté l'épisode, puis quelque chose que t'as dit qui était super intéressant, puis quand on regarde ta saison 2024, tu sais, QMT, première place. Raid des Pyrénées, première place. Des finishes, tu l'as tellement bien raconté, mais c'est des gros accomplissements en distance, puis en plus,
tu le remportes. On peut pas ne pas tracer de parallèle avec une année comme 2019 où ça ressemblait à ça. Puis j'ai voulu te faire entendre quelque chose que tu m'as partagé il y a 10 mois. Ouais, totalement. Puis il y a un aspect qui est quand même difficile parce que, tu sais, des fois, on se compare à nous-mêmes, puis je trouve ça quand même difficile par moment parce que c'est ça, c'est comme ça a toujours été quelque chose avec laquelle, mettons, comment dire, par certains moments dans ma vie, c'était quelque chose que je m'identifiais beaucoup à être comme une coureuse qui est performante dans le sport. Puis là, c'est moins ça. Peut-être qu'un jour ça va. Je le sais pas. Puis je veux pas trop le savoir. Je me laisse juste aller dans cette aventure-là. Mais ça a toujours été quelque chose avec laquelle je m'identifiais. Fait que d'avoir présentement un peu un genre de petit back-off par rapport à la compétition, par moments, c'est même pas de la jalousie, mais c'est comme un peu, tu sais, j'aimerais peut-être ça être encore cette fille-là, mais je sais, tu sais, qu'on évolue dans la vie, puis c'est différent, puis il y a d'autres choses qui amènent vers nous, puis tu sais, là, j'ai comme une vision complètement différente de la course à pied, mais quand même, par moments, je trouve ça difficile, mais je chemine, j'ai des gens autour de moi merveilleux, puis je retrouve vraiment le plaisir de courir. Juste ça me fait du bien. Puis, tu sais, je me lance des idées un peu par-ci par-là. Puis j'ai le goût encore de mettre des dossards. Puis PU m'a beaucoup débloqué cette année, malgré que je l'ai pas fini ironiquement. Mais ça m'a débloqué quelque chose en moi de vraiment fort parce que j'étais partie vraiment piteux, là, genre vraiment piteuse là au début. Puis finalement, j'étais full résiliente pendant. Puis j'étais allée loin. J'ai parcouru la plus grande distance de ma vie. Puis sérieusement, ça m'a vraiment débloqué quelque chose en moi, fait que ça m'a donné encore plus ce boost de confiance-là. Ouais. T'as renoué avec le succès en compétition cette année. Comment, en ce moment, dans quel état d'esprit t'es pour pas retomber dans cette spirale de stress puis de pression-là dont tu m'avais parlé, dont t'avais partagé? Puis la fille que je viens d'entendre, c'est quelqu'un qui est vraiment bien avec tout le cheminement, immense cheminement en 2019, 2021 puis là, 23. Comment en ce moment on profite de retrouver d'être cette fille-là? Tu l'avais dit dans l'épisode, je sais pas si je peux être cette fille-là, celle qui remporte des courses. Là, tu as la confirmation. Comment on fait pour pas retomber dans une spirale comme ça? Premièrement, merci du partage parce que ça me donne des émotions. Vraiment, c'est hot à entendre. Dans ça, je me souvenais plus de ça, puis ça me fait du bien. Puis c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je me suis quand même questionnée, malgré que ça fait quand même peu de temps. Ça fait un peu plus que 2 semaines que je suis post-GRP. Puis je me suis quand même questionnée parce qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités. Ça a été un beau tsunami, très positif, mais un beau tsunami en ce moment quand même, côté opportunité. Puis ça peut devenir étourdissant dans le sens que je peux pas accepter tout ça. Tu sais, je pourrais, mais ça ferait pas de sens. Puis... par exemple, en regardant l'UTMB, je me suis dit, OK, je pourrais faire une buy UTMB. Là, j'ai la cote. Faudrait que je fasse une buy UTMB, mais faudrait que je la fasse en 2024 si je veux faire l'UTMB. Et je me suis questionnée de même, mais je me suis dit, wow. 2 secondes, là. Ça fait longtemps que tu souhaites ce retour-là avec des dossards puis ça se passe bien. Puis là, en plus, t'as la performance qui vient avec. Parfait. Apprécie. Puis là, attends un peu, là. Tu sais, l'UTMB, c'est notre affaire. Fait que, tu sais, je me suis vraiment dit, OK, relax, là. Cette année, c'est assez, en fait. C'est correct, c'est parfait ce que t'as fait, tu sais. T'as pas besoin de plus. Même qu'à un moment donné, j'étais là, j'en ai pas fait assez, j'ai besoin de... Non, t'en as tellement fait assez, c'est parfait comme ça. Vibe là-dessus. Entoure-toi encore une fois, tu sais, respecte-toi. Prends un bon off, profite, tu sais, du ski puis tout ça, puis build up quelque chose pour plus du... tu sais, pour le court terme, ça va être ça. De juste rester bien aligné avec qui je suis puis comment je suis en ce moment. Perds pas cette essence-là parce que c'est ce qui fait en sorte que tu es capable d'accomplir ce que tu fais en ce moment puis que tu le rendes aussi sain. Puis que tu sois vraiment toi puis tu le fasses pour les bonnes raisons. Fait que garde ça. Puis je pense un peu plus moyen puis long terme puis je me fais des plans sur papier avec des objectifs encore. Puis je réussis, tu sais, c'est pour ça que j'aurai quand même des discussions avec Ray dans les prochains jours, mais un plan un peu plus, c'est ça. Dans le sens qu'à l'année prochaine, je veux remettre des dossards, je veux bien faire, je veux explorer, je veux aller voir l'international un peu plus, mais je vais bâtir encore plus cette confiance-là, puis encore plus d'expérience pour potentiellement viser une UTMB 2026. Fait que l'année prochaine, ça va être une confirmation, aller voir un peu plus qu'est-ce qui se fait ailleurs, parce que c'est le fun. Quand même garder un peu, tu sais, au moins une course Québec, mais aller voir un petit peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis combiner le voyage, la course,
pas tout accepter, faire un plan qui fait du sens, vraiment bien périodisé, puis d'apprécier ces chances-là que j'ai d'avoir les opportunités présentes, puis de potentiellement viser, c'est ça, faire une bail UTMB plutôt 2025 pour viser une UTMB 2026, me laisser du temps, parce que l'UTMB, c'est l'UTMB. Malgré ce qu'on pourra dire, ça reste que c'est la mecque du trail, puis je vais me laisser la chance de vibrer là-dessus quand même. Puis ça va toujours être là. Oui. Dans le sens où Oui. je peux m'imaginer que ça doit être comme tu dis, un tsunami de recevoir plein d'offres parce que tu te dis, là, j'ai un build-up, là, j'ai la forme. Oui. Puis je trouve ça vraiment impressionnant d'avoir la capacité de dire, hey, 2024, là, c'est cool comme ça. Puis je pense qu'il y a un danger de trop en faire. C'est quelque chose qu'on a vu plein d'athlètes au Québec, même à l'international, flirter un peu avec cette espèce de 2-3 grosses performances, bang, on pogne, on surfe la vague, puis là on en fait beaucoup, beaucoup. Puis au-delà même de la performance, c'est impossible de performer à chaque fois quand il y en a beaucoup, mais c'est une fatigue, oui physique, mais moi je l'entends encore plus, la fatigue mentale, l'enchaînement de beaucoup. Parce que physiquement, c'est possible. La science le prouve, les exemples le prouvent. Tu peux remonter vite d'une grosse distance, de faire une bonne récup, puis de repartir vite sur un bloc, puis d'enchaîner rapidement. Physiquement, ça peut très bien se faire s'il n'y a pas de blessure, mais c'est mentalement que... Tu sais, la Pain Cave, là, t'es allé faire des belles promenades, je suppose, dans la Pain Cave, dans ces courses-là. Il y a des moments que t'es dans le dur. Ça prend une force mentale à toute épreuve pour en ressortir dans le cadre d'une course. Puis, tu sais... Celle qui parle le plus de la Pain Cave, c'est Courtney. Encore là, cette année, elle course pas beaucoup. On l'a vu enchaîner des années avec 6, 7, 8 courses. Cette année, elle a réduit beaucoup. On en voit beaucoup de l'athlète réduire. Kylian t'en parlait tantôt. C'est quelqu'un qu'on a vu des années faire 12, 15 courses, dont 7, 8, 100 000. On est très loin de ça. Là. Il y a une ligne 2 plus un projet personnel. Camille Bruyas, 100 mètres, c'est assez dans mon année. C'est assez, c'est vraiment déjà beaucoup. T'sais. Fait que oui, puis... ouais, totalement. Il y a des choses un peu plus sournois qu'on considère, tu sais, qu'on remarque moins, mais qui sont importants. Fait quoi, de se respecter dans tout ça. Puis, tu sais, des fois, je dis, hey, c'est passé des années justement en 2019, mais en même temps, j'étais un bébé, puis j'étais encore un bébé là, tu sais. J'ai un baby face for sure, mais j'ai 30 ans, puis je regarde des fois, c'est pas juste l'âge, mais de se dire, Colin, tu sais, Antoine Courtney, c'est à 37 ans. Hein? On peut perdre longtemps dans le sens que c'est un sport qui se développe, tu sais, puis que... Il y a pas une urgence d'agir. Non, il y a rien, tu sais. Tu sais, si t'étais dans un sport olympique où la moyenne des athlètes féminines dans ce sport-là, c'est 23 ans, puis à 30 ans, il y en a plus. Non. Tu te dis, OK, là, j'ai comme une urgence si j'ai ce potentiel-là, puis ce talent-là, puis cette volonté-là. Exact. Là, on est dans un sport où, performance ou pas, on voit du monde qui ont 60 ans passés, qui terminent des longues courses, puis tu sais... Qui se développe. Udo Pommeret qui a 49 ans, qui a fait son meilleur temps, qui progresse à chaque année. Fait que c'est juste de se dire que on a du temps, on n'a pas besoin de se presser à aller vite dans les distances, on peut l'apprécier, on peut acquérir de l'expérience pour le faire sainement, pour les bonnes raisons encore une fois, puis de juste, c'est ça, se laisser aller dans tout ça, puis Mais c'est dur parce que, tu sais, peu importe le niveau, il y a tellement de courses au Québec, il y a tellement de place à aller courir. On a envie de tout faire, puis la vie au quotidien, c'est long, dans le sens où quand tu te dis, hey, cette année, j'ai juste fait ça, je pourrais faire un voyage de plus, je pourrais faire une épreuve de plus. Mais quand tu prends le pas de recul, puis tu regardes, moi, depuis 2018, je fais du trail, je me dis, crème, c'est long depuis 2018, là, puis j'en ai fait des affaires, mais quand tu parles, tantôt, tu as dit 2026, là, tu t'imagines, là, à job, en ce moment, on a annoncé de quoi? Aujourd'hui, on parlait de 2028, tu te dis, c'est des années, mais non, tu claques des doigts, on va être en 2028, tu vas claquer des doigts, on va être en 2040, puis on va être encore à des âges qu'on peut faire ce sport-là, fait qu'il faut comme, ça doit être dur quand les opportunités arrivent aussi comme ça, parce que on a envie, on est passionné, mais de mettre le pied sur le break, puis de prendre le temps de vibrer, j'aime beaucoup cette approche-là. C'est sage, hein? Très, très sage. Félicitations. Merci. Anne, c'est ton 3e passage. T'as eu les questions éclair NAC. T'as eu les questions ouvertes NAC. Je pense pas que c'est déjà arrivé que quelqu'un est venu 3 fois au podcast dans 3 épisodes classique, le format avec des questions à la fin et tout ça. Il y a des Marianne, il y a des Richard qui sont venus dans des séries spéciales, mais
si je me trompe pas, t'es la première à venir dans 3 épisodes standards. Là, j'avais pas de question quelque chose NAC, fait que j'ai inventé quelque chose, c'est la question ouverte NAC. T'as complété 200 000 cette année. J'ai goût qu'on entre dans ta stratégie nutritionnelle. Ça semble avoir bien été par moments, moins bien été par d'autres, mais dans tous les cas, sur papier, comment tu prépares une course? Comment tu approches une course d'un point de vue nutrition? Si tu au feeling, si tu fichier Excel, c'est comment qu'on approche ça? Il y a beaucoup de peut-être. Il y a des... moi, comment je fonctionne? Reste que, tu sais, je pars dans un mode peut-être un peu plus fun, mais je suis quand même assez... J'aime ça quand il y a un certain plan d'exécution. Le plus possible. Ce qui déroge souvent du plan, mais au moins, je pense que ça nous sécurise de contrôler le contrôlable, en fait. Même si c'est totalement l'inverse. Comment je fonctionne, c'est que je vais avec des approximatifs de temps entre ravitaux. Selon des temps, des années d'avant ou des genres de petites projections. C'est rare que je fais des courses 2 fois, mais je pense que je regarde un petit peu plus les temps de passage. J'essaie de me positionner à peu près combien d'heures ça pourrait me prendre. Fait que je vais dans un approximatif. Je tente... je suis pas quelqu'un qui est capable... C'est un gros travail en ce moment. Tu sais, ils disent qu'on s'entraîne, mais on peut entraîner notre système digestif et tout. Je le travaille, mais je suis pas quelqu'un qui réussit à manger beaucoup ou à prendre beaucoup. Fait que je vais avec qu'est-ce qui fonctionne pour le moment, puis c'est quelque chose que je veux travailler parce qu'on a vu tout plein de personnes qui en parlent, qui sont capables d'aller en haut de 100 grammes, puis je suis loin de ça, là. Je sais pas comment ils font. En fait, on parle que le sport se développe, la science derrière le sport, la science derrière le sport se développe, mais c'est fou ce qui sort en ce moment parce que moi j'ai entendu ça récemment sur un podcast, 100 grammes par heure, on n'a jamais entendu ça en trail. Là. Allô? Puis des techniques de manger, là? J'aimerais ça revenir au premier épisode d'Isabelle quand elle était venue, Isabelle Morin, la nutritionniste. L'idéal qu'on vise, je veux pas dire n'importe quoi, 50-60? Ben c'est ça, j'allais dire. Moi, je tente un genre de 60, puis déjà là. C'est du stock! 50-60, j'ai jamais réussi, by the way, moi. Pas encore ça. J'essaye sur plan du 60. C'est pas ça qui se passe. Mais je calcule avec mes liquides, souvent, je le comptabilise approximativement, mais je tente du 60 grammes de glucides à l'heure, ce qui est pas tant beaucoup. Puis, je tente d'incorporer des produits que je sais qui fonctionnent pour moi. Certains produits NAC, puis la plupart, sinon, c'est très naturel. Puis j'essaie de tenter le plus possible d'utiliser les ravitaux aussi pour aller calculer un nombre de glucides, de calories, pour les utiliser, pour être un peu plus léger sur nous. Mais avec des produits autant, justement, un peu plus marché, mais quand même d'intégrer beaucoup de naturel. On a le temps, sur du plus long aussi, de manger quand c'est possible. Quand t'as 10 000 mètres de dénivelé positif, t'as quand même pas mal de coach, je suppose, pour manger du solide. Puis, par contre, d'avoir un plan B peut être intéressant, d'avoir d'autres options si ça fonctionne pas. Puis, c'est arrivé que ça fonctionne pas, puis qu'on a chargé mon eau là, de glucides. Fait que d'avoir cette option-là, de dire que je peux rapidement switcher à quelque chose d'un peu plus qui se boit, qui s'ingère plus rapidement. À certains moments, j'étais plus capable de marcher. Ça me dégoûtait complètement. Donc, on y allait avec quelque chose comment dire, que j'avais pas besoin de marcher. Il y a par moments que je me suis surpris que finalement, il y a des choses à QMT que j'ai intégrées au GRP. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de fast-food, mais là, c'était rendu qu'à un moment donné, je buvais du coke puis je mangeais des chips d'un ravito, puis ça passait. Fait que, pourquoi pas? Fait qu'on a intégré ça. Tu vois? Pourquoi pas? Fait que, j'ai tendu 60 grammes de glucides à l'heure, puis j'y vais avec ce que j'ai sur moi, puis ce qu'il y a dans les ravitaux, puis je me time aux demi-heures pour manger. Puis, tranquillement, tu sais, j'ai une fois eau, une fois électrolytes, glucides dans mon autre eau, puis j'alterne, puis c'est ça. Manger aux 30 minutes, je me le time, puis je tente le plus possible. Si ça fonctionne pas, comme je disais, je force rien, c'est pas une obligation, puis je tente de vraiment, au prochain ravito accessible avec un crew, de charger plus mon eau si jamais, de mettre 2 flasques de glucides au pire, puis de tenter d'être un peu plus constant aussi sur la nourriture, puis c'est à travailler encore une fois. Fait que ça, c'est un des aspects, mais c'est à peu près ça, c'est flou, mais j'essaye de pas trop incorporer de produits du marché, un peu plus de naturel quand c'est possible. Puis naturel étant beaucoup patates, bananes, sirop d'érable, produits NAC, j'utilise des gaufres qui fonctionnent bien à l'effort, puis poudre que j'alterne des fois avec une autre marque, mais la plupart du temps NAC, mais je trouve que des fois avec la protéine qu'il y a dedans, ça me joue trop dans l'estomac, malheureusement. Fait que j'essaie d'alterner, mais
Ouais, c'est pas mal ça principalement. Puis dans les ravitaux, les chip Coke, ça y va là. Fait que Si ça passe, tant mieux. c'est ça, exactement. Fait que voilà. Intéressant. T'es athlète NAC, fait que j'ai le goût de Yes. te poser des petites questions sur tes saveurs préférées selon les Ouh. produits. C'est quoi ta barre préférée? Baie et noix. Ah ouais? ok. Ouais. C'est quoi ta gaufre préférée? Caramel salé. Mhm. Ouais. C'est quoi ton gel préféré? Le chocolat. Ouais. Oui. Avec café? Oui. C'est quoi ton drink mix préféré? On a regardé 4 sortes quand même. Hein? Oui. C'est- J'aime bien le apricot. Ouais? Ouais. Le nouveau. là? Ouais. Je trouve que c'est une saveur qui est comme fraîche, fait que ça fait du bien, puis ça fait changement. Puis ta purée préférée? Patate. Parce que c'est vraiment mon aliment fétiche en course. Fait que Ouais. ouais. Très cool. Intéressant. Ouais. Je vais devoir réutiliser ça. C'est le fun d'avoir une Oui. question très ouverte, mais Exact. c'est toujours un sujet qui est intéressant, la nutrition, parce que tout le monde se pose des questions. Tout le Mhm. monde essaie des choses. Mhm. Personne n'a une recette parfaite. Là. Tu Non. parles à tout le monde. Il y a personne qui a comme trouvé sa recette idéale. Non, Puis total. tu peux pas faire copier-coller d'une course à l'autre. T'espères que ça marche. Tu sais ce qui marche. Tu sais ce qui marche moins. Ouais. Mais c'est une science qui est... elle est exacte pour des nutritionnistes. Elle est exacte sur papier. Mais dans du long, je pense, quand t'arrives sur du plus de 3 heures d'effort, Ouais. plus de 4 heures d'effort, ce qu'on fait rarement au quotidien, là, une Ouais. fois de temps en temps, une fois par semaine ou 2 semaines, si tu t'entraînes pour du très long. Mais au-delà de 3 heures d'effort, ça peut foutre le camp dans plein de directions. Hein. Puis il y a plein de choses là, en tout cas moi je suis en train parce que je le sais que c'est quelque chose que j'ai à travailler, mais il y a autant des produits mais des techniques pour manger ou Ok. de en tout cas, j'ai écouté Ben, bien j'ai- des affaires. mais- Je sais pas si t'as écouté David Roach, j'ai un focus sur lui. Ouais, mais c'est-tu The le... Slurp, là? Ouais, c'est fucké, ça, hein? C'est fucké, mais ça fait tellement de sens. Ben, David Roach, personne ne l'a vu venir. L'athlète est non Hein? commandité, puis il fracasse le record à Leadville 100, qui avait pas été touché depuis 2005. Matt Carpenter qui a un Ouais, VO2 max de c'est- fou. Il y a le record Guinness du plus gros VO2 max. Ouais. hein, mais... Puis un petit aspect peut-être rapido qui a rapport avec la nutrition, mais j'ai quand même lu, écouté beaucoup de choses, puis c'est fou à quel point la nutrition a un impact. Puis je pourrais pas te dire l'athlète exact qui a dit ça, mais qui a fait des espèces de temps sur une certaine course. C'est très nébuleux, mais qui a dit que clairement au niveau physique, il pouvait pas battre ce record-là, mais que c'était peut-être David qui a dit ça, Ouais. mais il disait qu'il pouvait pas battre le temps de Matt Carpenter, mais s'il pouvait gérer des aspects que présentement la science est beaucoup plus évoluée Oui, que dans le temps, ouais. potentiellement il pouvait y aller. Puis c'est un gars super analytique quand tu commences Oh à oui. l'écouter, c'est fou comment il essaie d'aller optimiser des aspects contrôlables, là, autant au niveau équipement, entraînement, nutrition. Puis il disait de peaufiner ça, fait que la nutrition en fait partie. Si t'es capable de trinquer, entre guillemets, Ouais. les glucides, là, c'est fou comment tu peux vraiment optimiser tes performances. Fait que davantage à justement Ouais, essayer de... Je pense que c'est ce qui explique que le sport évolue, parce que, tu sais, c'est drôle parce que tous les records tombent partout. Oui. Sauf les records des années 90 de Matt Carpenter. Ce gars-là, son record de Pikes Peak, Rémi Bonnet a battu la montée de Pikes Peak, Oui. mais le record du marathon est imbattu. Kylian l'a essayé 8 fois. Mhm. Leadville, c'était quasi imbattable. Puis il y a d'autres records qui tomberont peut-être jamais, mais comme tu dis, personne n'a le VO2 max de cet athlète-là à cette époque-là. Mais aujourd'hui, je veux dire, il devait courir avec des souliers de 500 grammes dans chaque pied. Il devait courir sur des sandwichs au bord de peanut. C'est tout. Tu sais, c'était une autre Oui. époque. Et lui, c'était l'époque que tu te prenais des bouteilles d'eau, des bouteilles de Gatorade, Ouais. tu te les tapais aux mains avec du tape gris. Tu sais, Ouais. Fait que j'avoue que David Roach, il est vraiment intéressant. Puis c'est pas lui qui parlait, mais c'est post-Western State que, avec la chaleur, il parlait des glucides congelés. De manger des choses qui sont congelées parce Ah que, ouais. tu sais, moi, c'est chose du coq à l'âne, mais on va revenir, tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. Antoine Guillon, juste avant l'UTHC 125 2023, quand il faisait une chaleur immonde cette année-là, on lui avait passé le micro avant le départ. Il prenait le départ de la course, mais on lui avait donné le micro puis il avait dit, c'est quoi tes conseils? T'as fait la diagonale 15 fois. Puis il avait dit, arrêtez de vous mettre de l'eau dans le front, dans la casquette. L'eau froide dans une rivière, mettez-la à votre cœur, mettez-la à votre poitrine. C'est ici que votre corps, votre cœur, vos vaisseaux sanguins ont besoin d'un boost. La casquette dans la rivière va vous faire du bien 3 secondes. De vous mettre du froid au niveau de la Vital, poitrine, là. dans Ouais. le dos, les organes vitaux, c'est là que c'est important. Puis c'est exactement la même chose qui était dit par, je me rappelle pas quel athlète qui se préparait pour la Western State, de dire, j'envoie des calories, j'envoie du stock, il s'en va se promener près de mes organes vitaux, dans mon corps, dans mon estomac. Si je mets du froid, ça va mieux gérer ma chaleur. Puis c'était une des stratégies. Puis il y avait plein d'athlètes cette année qui couraient puis des ravitaux, des popsicles faits avec je sais pas quoi. Nice, mais hein. le monde prenait des calories glacées. Ok. Ça passait mieux, paraît-il, mais en plus, c'était une question de gestion de chaleur. Fait que, tu sais, Ça fait du sens. c'est le fun de voir que le sport continue de se développer, puis qu'il y a de la science qui sort là-dessus, puis il y a des nouvelles façons de consommer des produits, puis Ouais.
le 100 grammes de glucides, j'ai l'impression qu'il y a 5 ans, on aurait dit ça entre elles, puis on aurait fait, ben voyons, c'est le double de la normale. Puis maintenant, c'est ce qui fonctionne. C'est fou. Ouais. On aime. Ouais. Anne, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de te recevoir une 3e fois sur le podcast. Comme l'expression le dit, hein, jamais 304. Non, mais pour vrai, je l'apprécie beaucoup que tu sois venu partager ton année 2024. Puis, je le répète, je pense que les gens aiment cette transparence-là, cette authenticité-là de venir raconter les choses quand ça va bien, de venir raconter les choses quand ça va moins bien. Puis, je pense qu'on apprend tout le monde de ça. Puis, même une question comme la nutrition, on apprend à écouter ce que d'autres font. Puis, on ramasse des petites brides de tout ce qu'on entend à droite à gauche. J'écoute beaucoup de podcasts de course, puis je pense que c'est ça qui fait que je m'améliore dans le sport, c'est que je vais chercher des petites infos à droite à gauche, des petites pépites que plein de monde raconte. Puis je pense que cet épisode-là aujourd'hui avait beaucoup de petites pépites à garder pour nous, fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci de l'accueil. Comme d'habitude, je t'amène en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Noctem qui aujourd'hui nous a pas fourni de bière parce que on était sages, mardi soir, mercredi soir, on a décidé d'être sages, mais c'était-tu bon toi de ton côté? Vraiment, ouais, moi aussi, vraiment, comment dire? On recommande. Voilà. On les remercie, même s'ils n'ont rien fourni, mais on les remercie quand même. Puis je remercie Capécan qui est le partenaire caféiné avec Rizahab du podcast. Puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.